Ben là. Hey, salut, bienvenue à cette édition spéciale de Ben là. Ben là. Et comme à l'habitude, on vous présente quelqu'un d'exception. Ben là. Bon, Attention. Voici notre invité de la semaine. Mon invité est diplômé de l'Institut national de l'image et du son, profil producteur. Il est également diplômé en arts multidisciplinaires de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a fondé une entreprise en production télévisuelle qui se nommait Téléboréal Productions. Il a également produit 2 documentaires, celui nommé Territoire secret des désirs, la bisexualité, qui a été diffusé à Canal Vie, et également Scraper l'art, l'exemple Jordi Bonnet, un documentaire pour Radio-Canada et Art TV. Il est également directeur général du Centre d'histoire d'Arvida. Il connaît la pub, la radio, les médias. Son dernier bébé depuis mai 2020 s'appelle Balado Boréal, un studio de production de balado et non de podcast. J'ai l'honneur de recevoir le coloré et intéressant Carl Godreau. Alors, dans ce concept de série spéciale, j'ai la chance de recevoir une personne que j'aime beaucoup, une personne que je considère visionnaire, puis quelqu'un que, lorsqu'il a démarré son entreprise, je ne savais pas trop où ce qui s'en allait, surtout dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, me fait plaisir de recevoir avec vous aujourd'hui mon ami Carl. Alors, salut Carl, comment ça va? Bonjour, ça va? Toi? Ben, écoute, merci. Puis en plus, c'est la première fois que j'enregistre un podcast chez moi à la maison. Oh, en plus. Oui, en fait, en live comme ça. Pour ceux qui se posent la question, oui, on respecte les règles sanitaires avec la distance, mais... tu as une grande table de salle à dîner, elle est immense. Tout à fait, on a été capable d'aménager ça comme il faut. Mm-hmm. Donc, merci d'avoir accepté. Ça fait quelques fois qu'on se dit, écoute, faudrait qu'on se parle, faudrait qu'on parle de podcast. J'avais envie de dire depuis la première saison. Oui, effectivement, parce que là, actuellement, Ben Lala est rendu à sa 3e saison avec un concept d'émission de hors-série. Là, j'ai décidé justement de démarrer une série spéciale sur les podcasts avec quelques épisodes, rien de trop compliqué, rien de trop lourd, avec des experts. Puis moi, je pense que tu es quelqu'un qui, dans le fond, qui est expert là-dedans, qui a développé ça en région, puis il fallait être visionnaire. Donc là, Carl, moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu premièrement, de où tu viens, qui tu es. Explique-nous qui est Carl. Les émissions spéciales, elles durent combien de temps? Écoute, on peut prendre le temps qu'on veut. Tu sais, c'est la magie des balados. C'est ça l'avantage. C'est une des raisons pourquoi je suis là aussi dans cet univers-là. Écoute, je vais essayer quand même de faire une histoire courte. Moi, je viens de l'univers du cinéma et de la télévision. Donc, j'ai commencé... L'autre jour, je faisais justement un calcul parce que je devais revoir mon CV et tout ça, mon texte de parcours pour mettre sur mon site web à jour. Et pour me rendre compte que j'ai fait, mon Dieu, ça fait 21 ans que je suis diplômé de mon école de cinéma de télé. J'ai fait, je suis donc bien rendu vieux. Puis là, je me suis mis à regarder tout ce que j'avais fait. J'ai fait, mon Dieu, je n'ai fait des affaires. Donc, toi, tu as sorti en cinéma, télé. Donc, as-tu fait des films dans ta vie? J'ai fait plus de la télévision. Plus de télé? Ben, si on peut considérer un documentaire, c'est des films documentaires, mais moi, il était destiné pour la télé. Donc, moi, j'avais commencé mes études interdisciplinaires en art, en cinéma vidéo, ici à Chicoutimi. Puis, à la moitié du parcours, je suis parti à Montréal parce que, premièrement, pour des raisons personnelles, parce que je venais de faire mon coming out, puis là, la Forêt-Laurentienne, j'étais plus capable de la voir. Puis, deuxièmement, on cherchait des gens gays qui vivaient la même réalité que moi. Fait que là, j'ai fait comme aller à Montréal, terminer les études, puis en même temps, voir un peu l'urbanité. Après 1 an et demi, ça s'est passé, c'était correct. Donc, oui, c'est parce que là, comme j'étais plus capable de la faire à Laurentienne, là, c'était plutôt la gaétitude que j'étais plus capable de voir. OK. Puis surtout que j'étais dans le centre-ville de Montréal. Fait que là, maintenant, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, mais moi, puis il y en a beaucoup de mes amis qui ont eu ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu es à Montréal, pourtant, tu es sur une île, mais tu sens jamais l'eau puis la nature. Tu es entouré de buildings, tu sens pas cette eau-là. Puis moi, ce qui me manquait, justement, c'était la proximité de l'eau, le Saguenay puis la nature. Donc, c'est ça. Alors, écoutez, moi, c'est ça. J'avais commencé mes études ici à Chicoutimi. Je suis allé après ça à Montréal. J'ai fait une session en scénarisation cinématographique à l'UQAM.
parce que je savais que c'était la porte d'entrée pour rentrer au bac en communication de l'UQAM, parce que c'était le but ultime. Puis c'est plus dur rentrer en communication à l'UQAM que rentrer en médecine, hein, vous le savez. Là. Ah non, Ah, moi, oui. moi, honnêtement, je sais pas. À mon époque, là, c'était plus facile de rentrer en médecine qu'en com à l'UQAM. Ah ouais? Oui, ça c'était la place. Mais là, je savais que si tu rentrais dans ce certificat-là à côté, tu faisais un transfert de session, tu faisais une demande de session, puis tu rentrais. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'entre-temps, je me suis essayé pour faire ma demande à l'INIS, à l'Institut national de l'image et du son, parce que j'avais eu un professeur à l'UQAC, notre prof de montage, qui s'appelait Werner Noll. Vous le googlerez, vous allez voir, c'est une sommité, c'est un des plus grands monteurs de l'ONF. Il a monté, écoute, tous les films de Gilles Carle, tous les films de Gourou, tous les films qui ont fait l'histoire du cinéma. Il a monté aussi des films de Gilles Carle. Toutes les grosses productions de l'ONF, c'est Werner qui les avait montées. Donc, puis c'est lui qui était sur le conseil d'administration, puis l'INIS commençait. C'était à peine, puis il nous parlait de ça, puis je rêvais d'une école parce que moi, j'avais un fantasme. C'est-à-dire que j'écoutais la série quand j'étais jeune à Télémétropole dans le temps. La série Fame, puis c'était des jeunes qui étaient dans une école de danse. Puis l'école était belle parce que c'était comme un vieux bâtiment. Puis là, j'étais fasciné parce que je disais, ils font ce qu'ils aiment, puis ils vont à l'école en même temps. Et puis, bizarrement, quand je suis rentré à l'INIS, ça a fait, oh mon Dieu, c'était le même style architectural que Ok. Fame. Fait que moi, j'étais à l'école puis pour faire du cinéma et de la télé. Donc, moi, j'ai été admis à l'INIS. Puis, excusez-moi. Et puis, c'était pas évident de rentrer là à l'INIS. Parce que là, si le bac en com c'était dur, l'INIS, c'était encore pire parce que, ça prenait un bac pour rentrer à l'INIS. Puis là, à ce moment-là, tu avais J'avais pas de 3 bac. sessions de l'université de Ah, fait. OK. Mais, puis en plus, j'avais 23 ans. Puis c'est quand j'ai passé mon entrevue. C'est André Malençon qui faisait passer, le regretté André, qui faisait passer les entrevues. Puis moi, en plus, j'avais fait ma demande en réalisation. Parce que moi, mon but ultime dans la vie, c'était d'être réalisateur. Mais moi, je voulais faire du variété, puis du direct, puis du multicaméra. Parce que moi, je voyais quand j'étais jeune, Jean-Jacques Chetoyane, à la fin, réalisateur des galas, de tous les gros shows de variété, puis les directs qui se faisaient à Radio-Canada, puis le Studio 42. Puis moi, j'ai dit, c'est ça que je veux faire dans la vie, 8 Kodak, puis c'est live. Alors, quand je suis rentré, j'ai fait mon entrevue, puis André Malençon m'a regardé, puis il a regardé ses collègues, puis il a dit, là, t'as 23 ans. Puis il dit, c'est parce qu'on dirait que ça fait 35 ans que tu fais du cinéma et de la télé, mais il m'a plutôt dit, on dirait que ça fait 30 ans que tu fais de la télévision. Il dit, qu'est-ce que tu dirais si on t'inviterait à aller en production plutôt qu'en réalisation? Parce qu'il dit, on a besoin de bons producteurs au Québec, puis il dit, toi, t'as ça dans le sang. Mais là, tu vas m'expliquer quelque chose. Oui. Producteur, réalisateur. Ah oui, ça. Tu sais, c'est quoi, il y a comme un débat là-dedans. Là. Comment est-ce qu'on se situe là-dedans? Ben, c'est parce qu'il faut dire aussi que souvent, producer, director, réalisateur en anglais, souvent les rôles se traduisent du français, mais c'est pas vraiment la même chose. Mais un producteur, dans le fond, il y a plusieurs types de producteurs. Moi, surtout dans l'univers du documentaire, un producteur, c'est plus comme un idéateur. Souvent, moi, j'avais mes idées, puis ce que le producteur fait, il a une idée, il va le vendre à un diffuseur, puis à ce moment-là, après ça, ben, un coup qu'il l'a vendu, qu'il l'a attaché, ben là, il trouve une équipe, ou souvent, des fois, des producteurs, surtout en documentaire, tu réalises, tu scénarises, tu produis. Puis à ce moment-là, ben, c'est toi qui s'organise pour faire la production. Fait que tu es un peu comme le maître d'œuvre. Un exemple, là, tu sais, Fabienne Larouche, elle, ça a décidé de devenir productrice. C'est parce qu'elle voulait avoir le contrôle de son contenu et de ses émissions. Parce que souvent aussi, quand un réalisateur ou un scénariste soumet des idées à un producteur, ben, il en perd un peu les droits parce que quand tu as un diffuseur puis que tu es un réalisateur scénariste, ben, d'abord, le scénariste et le réalisateur cèdent leurs droits au producteur le temps de la diffusion, le temps que la diffusion se fait. Il reste toujours gardien des droits d'auteur, mais quand même, pour l'exploitation, ça devient la maison de production qui obtient les droits. Donc, c'est ça. Alors, je dirais que c'est un peu comme un entrepreneur en construction. Fait que lui, il engage du monde, c'est ça. Mais il y a des producteurs, vous savez, aussi, il y a d'autres types. Il y a des grosses boîtes de prod, comme je prends Pixcom exemple. Il y a comme 7-8 producteurs exécutifs qui sont propriétaires de la boîte. Puis après ça, il y a des producteurs qui sont attachés à plein de productions parce qu'ils ont tellement un gros volume de production. D'ailleurs, Charles Lafortune est producteur aussi maintenant. Fait que lui, tu vois, il est producteur chez Pixcom. Fait que c'est plus un producteur de contenu aussi parce que lui, il va aussi entrer et s'impliquer dans le contenu. Donc, c'est ça. Alors, puis il y a le terme producteur exécutif. Lui, c'est plus genre l'actionnaire de la boîte. Tu sais,
ça. OK. Donc là, le producteur, dans le fond, il prend l'idée, il la met en place. C'est lui qui la réalise. Ben, il s'organise, ça soit à l'écran. OK. Fait que, C'est lui qui ça. paye. C'est Non. lui qui gère le budget, non? Ben, c'est lui qui va trouver le financement parce qu'au Québec, il n'y a pas personne qui est. Tu sais, je veux dire, si l'État n'est pas là, il n'y en a pas de cinéma et de télévision. Là. OK. D'abord, tous les pays dans le monde, il y a deux pays au monde qui sont capables de leur production est autosuffisante, que l'État n'a pas besoin de la financer, c'est les États-Unis puis l'Inde. Ah? L'Inde, puis je l'Inde l'avais pas vu venir. Puis même que l'Inde produit, je pense qu'ils ont presque dépassé les Américains en termes de volume de production, puis en termes, parce qu'eux autres, avec les films, tout ce qui est le style Bollywood, là, OK. écoute, c'est des machines à milliards, l'industrie du cinéma puis de la télévision en Inde. Vraiment. Donc là, ton background télé, Oui, c'est ça. Ben, réalisation. moi, c'est ça. Donc, en sortant de mes études, moi, je me suis orienté en documentaire. Donc, j'ai produit du documentaire. J'ai travaillé avec les productions de la Chasse-Galerie, qui était une entreprise de production ici au Saguenay, avec Alain Corneau. D'ailleurs, Alain, ça a été mon mentor. Il m'a disons, tout montré pour la production, mais surtout l'approche de contenu, parce qu'Alain, à l'époque, au départ, c'était un preneur de son puis un réalisateur. Donc, c'est ça. Alors, j'ai fait ça, puis après ça, j'ai décidé de partir ma boîte de production documentaire qui s'appelait Téléboréal. Donc, j'ai produit quand même quelques productions. J'ai fait une production documentaire pour Radio-Canada puis RTV sur la pérennité de l'art public. J'ai fait après ça une série documentaire pour RTV sur les œuvres d'art public, parce que là, ça faisait 3 ans que je parlais de génocide puis de scrapage d'œuvres d'art. D'ailleurs, le film s'appelait Scraper l'art. Puis là, à un moment donné, que ma réalisatrice, on s'est regardé, j'ai dit là, c'est comme déprimant. J'ai dit si on faisait quelque chose de positif, puis justement, dans le but de faire la promotion des œuvres d'art public, j'ai dit on va y montrer. Puis on va présenter les artistes qui créent ces œuvres-là, puis on va présenter les œuvres d'art public. Donc, il y a eu cette série-là que j'ai faite. J'ai fait la saison 1. Puis après ça, la saison 2, c'est mon coproducteur qui l'a produite. Après ça, j'ai fait aussi c'était mon premier documentaire, lui. C'était pour Canal Vie, un documentaire sur la bisexualité que j'ai fait en 2009. C'est comme ça que ça a vraiment tout commencé. Par un pitch hasard de même. Je me suis essayé. Puis, écoutez, j'ai accroché. Et en plus, on m'a dit que j'avais réussi à décrocher un plus gros budget que c'était jamais fait chez Canal Vie puis d'un documentaire chez Arte. OK. Fait que là, tu es en train de me dire que tu as fait un pitch. Est-ce que ton pitch était prévu? C'était-tu... Pas en tout. Voulez-vous que je vous dise comment ça marche, oui, la production non, télé? je veux vraiment savoir, pour ton pitch, là, comment ça s'est passé. Il y avait à l'époque des rencontres. C'était le Bureau de cinéma de Québec qui organisait ça. Donc, des séances de... Puis ça commençait, là, les speed pitch qu'on faisait. Là. D'ailleurs, je vais pitcher au mois de novembre au RIDM, là, aux rencontres internationales du documentaire de Montréal. Donc, il y a une salle, puis c'est comme du speed dating, sauf qu'il y a une salle avec plein de diffuseurs. De télédiffuseurs qui sont là, puis il y a des gens aussi de l'industrie. Puis tu prends des rendez-vous, puis tu arrives avec ton idée, puis tu as 5 minutes, des fois 10 minutes, pour aller pitcher ton projet. Puis moi, comme j'étais avec la Chasse-Galerie, mais j'étais en train de démarrer mon entreprise, qui était juste enregistrée, je n'étais même pas encore incorporé. Puis j'étais pas inscrit. J'étais avec Alain, puis j'ai dit, Alain, me permets-tu que je m'essaye? Je vais aller pitcher. Il dit, oui, écoute, vas-y, Carl. Fait que je suis allé voir Lynn Richard, d'ailleurs, qui est rendu attaché politique de député de la CAQ sur la Rive-Nord de Montréal, qui était, aux acquisitions chez Canal Vie. Je ne la connaissais pas en tout. Je suis arrivé à côté d'elle. J'ai dit, Madame Richard, j'aimerais peut-être m'essayer pour vous pitcher une coupe d'idées. Elle dit, oui, viens me voir. Là. Elle dit, j'ai une plage horaire à 3h30. Fait que là, c'est rendu à mon tour. La cloche sonne. Fait qu'à 3h30, je m'assois devant elle. Puis là, je pitchais des projets. Puis là, je sentais que j'accrochais pas. À un moment donné, j'ai parlé d'une série documentaire. C'était des portraits de gays qui vivent en région. Puis c'était des portraits positifs pour montrer justement un peu démystifier l'homosexualité. Pour dire, regarde, tous les clichés qu'on voit, tu sais, sur l'homosexualité. Pour dire, ben non, regarde, tout le monde est comme tout le monde. Puis des gays, il y en a partout, tu sais. Elle a dit, ouais. T'sais, nous autres, Canal Vie, on essaie tout le temps d'être en avance sur les tendances. Elle dit, on a sorti gay, ça fait 10 ans qu'on parle d'homosexualité, là, fait que la société a évolué, fait qu'elle dit, c'est moins intéressant. Là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai une bulle au cerveau. Moi, je l'ai regardé, puis j'ai dit, moi, les bisexuels, ça me fait chier en tabarnak. Et là, elle m'a regardé, elle dit, hein? J'ai dit, oui. J'ai dit, ils peuvent tout avoir. Se marier avec des femmes, se marier avec des hommes, baiser avec des femmes, baiser avec des hommes, avoir des enfants. J'ai dit, moi, je suis gay, puis je suis dans ma case à côté, puis c'est là que je vais. Elle m'a regardé avec des gros yeux assez levés. Elle est allée voir la fille au Fonds des médias du Canada, qui était, au Fonds canadien de télé, qui est rendu le Fonds des médias du Canada. Et là, il parle 5 minutes. Elle vient, quasiment en courant, s'assit devant moi.
Elle dit là, Carl Godreau. Elle dit là. Elle dit, je vais te signer une lettre. Là. Elle dit, tu vas avoir 5 000 $. Elle dit, tu m'écris le pitch. Puis elle dit, après ça, on s'en va en développement. Elle dit que je te voyais pas aller voir un autre télédiffuseur parce qu'elle dit, ce documentaire-là, elle dit, c'est à moi. OK. Fait que là, je venais d'accrocher mon premier documentaire. Puis là, je suis resté quasiment 1 heure assis avec elle. Puis on avait du fun. Et là, je suis le seul dans la salle qui avait accroché un projet avec un diffuseur. Le jour de là. Mais là, tu avais une idée originale qui s'était pas faite. Ben oui, c'est ça. Puis écoute, j'ai garagé ça de même. Puis c'est souvent ça qui arrive chez les télédiffuseurs. Tu sais, moi, ben d'abord, quand je vais pitcher, j'ai 3-4 lignes. Puis après ça, je fais mon storytelling, là. J'arrive préparé. Écoute, je suis pas à mort. D'ailleurs, c'est pour ça, quand j'étais jeune, le métier de comédien m'intéressait. Mais... Ton storytelling. Ouais. Parle-moi donc de ça. Ah, ben mon Dieu, je suis en train de vous en faire, là, du storytelling. Je suis en train de vous en faire. Mais c'est ça. Fait que c'est plus comme parler de ma passion. Pour ça que c'est sûr et certain que moi, quand je vais parler de quelque chose, c'est parce que ça me passionne. Puis que ça m'intéresse. Je vais être capable d'en parler. Parce que sinon, quand c'est préparé, là, ça paraît. Mais là, justement, on s'est parlé quelques lignes. Oui. Tu sais, c'était quoi l'objet un peu de notre rencontre? C'était de parler de podcast. Oui, de balado. De podcast. De balado. De balado. On est au Québec, on parle français, on dit balado. Mais on va y revenir Oui. là-dessus. Parce que, dans le fond, je veux juste qu'on complète un peu ton profil. Oui. Donc là, tu es rendu au cinéma. Oui, bien là, c'est ça. Oui. Là, tu as eu ton premier pitch, tu Oui. as démarré ton entreprise. Oui. Après ça, on est rendu où, là? Ben là, c'est ça. J'ai accroché mon deuxième projet avec Radio-Canada, puis RTV, après ça, tout ça. Donc là, j'ai produit mes trucs, puis là, après ça, j'ai eu un creux de vague. Là, c'est ça aussi. Dans la production, c'est super dur. Puis moi, j'ai commencé dans une époque où il y avait... On commençait à avoir beaucoup de coupures dans l'industrie. Tu parles à peu près dans quelle année, à peu près, là? Pas longtemps avec les conservateurs arrivent. C'est-à-dire? On parle de 2008-2009, là. OK. Puis c'est là, il y avait des coupes vraiment, là, puis dans le budget. C'était épouvantable. Puis souvent, dans cette industrie-là, le cinéma de la télé, c'est pas compliqué. Tu sais, moi, je fais souvent le parallèle. Quand tu regardes les arts vivants, là, en cinéma et télé, là, le documentaire, c'est l'équivalent de la danse. C'est l'enfant pauvre du cinéma puis de la télévision, le documentaire. Donc, quand il y a de l'argent, s'il en reste, ben là, ils vont le mettre dans le documentaire. Fait que même, je peux vous dire qu'en ce moment, là, les budgets, moi, écoutez, je me rappelle, aux productions de la Chaise Galerie, ils produisaient des documentaires entre 850 000 et 750 000 l'heure pour 1 heure. Moi, quand je suis arrivé, ils m'ont demandé des coupures. Et Radio-Canada était gêné de me demander un budget à 450 000. Tellement que même ma réalisatrice, on s'est regardé, on a dit, mon Dieu, on va faire des diapositives. Parce qu'à 450 000, on essaie de comprendre, de voir comment on allait pouvoir faire un documentaire qui se tient et de qualité. Puis là, maintenant, il y a des documentaires, même à Radio-Canada, qui se font à 200 000. OK. Ouais. Mais ça, c'est un peu le web qui a fait ça aussi. Puis que tout le monde qui coupe le câble. D'ailleurs, quand quelqu'un coupe le câble, je le juge. Vraiment. Parce qu'il tue l'industrie de la télévision pendant ce temps-là, parce que notre industrie est financée avec les câbleaux. Avec les câbleaux distributeurs qui payent une redevance. Ça. Ben oui. Dans le fond, moins il y a d'abonnés, moins il va y avoir de production à l'écran. Donc, on coupe notre contenu. T'es en plein ça. Donc là, t'es rendu là, t'as fait oui, puis là, c'est ça. J'ai produit. Là, j'ai eu comme un creux de vague en production, parce que c'est ça que j'allais dire aussi, c'est que là, tu sais, il faut que tu génères beaucoup de production, puis c'est dur, tout faire tout seul. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu un creux de vague. C'est là que j'avais quand même un projet qui est en développement, qui est toujours pas mort, d'ailleurs, qui va probablement vivre en balado. Je vais le ramener en balado, ce documentaire-là. D'ailleurs, j'ai plusieurs idées qui vont vivre en balado. Podcast. Plutôt, non, en balado. En podcast. Je fais pas du podcast, moi. Non? Non, je fais pas ce genre-là, moi. Je fais du balado. Puis, c'est ça. Donc, j'ai eu un creux de vague. Et là, j'ai fait... fallait bien que je gagne ma vie. Fait que j'ai fait 1 an au Festival international des arts de la marionnette. L'année de la faillite. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai été directeur des communications du marketing. Puis c'est drôle parce que Blaise Gaudio, qui était directeur là à l'époque, m'a dit, j'ai pas le moyen de me payer Carl Godreau. J'ai dit, ben là, exagère pas, là, parce que là, Blaise pensait que moi, là, que j'allais demander 100 000. Mais j'ai dit, écoute, là, franchement, exagère pas. Fait que j'ai fait 1 an là, puis là, c'est ça, il y a eu la faillite. Puis c'est drôle parce que je sais pas si j'ai probablement bien fait ma job. Ça a été la première année où il y a eu une augmentation de 30% dans les salles. Fait que ben, moi, ma job était faite. Comment est-ce qu'on juge les gens? C'est pas compliqué, là. En marketing puis en com, c'est le résultat. Donc, puis tu sais, c'est une job qui est ingrate parce que si tu pognes une année que ça lève moins pour différentes
considération, ben c'est souvent ces gens-là qui Ben, moi, j'avais un gros travail parce que là, le Festival international des arts de la marionnette, là, écoutez, là, c'est sérieux cet événement-là. Ah non, c'est c'est crédible, c'est international. Là. Tu sais, je veux dire, dans cet univers-là, Jonquière est sur la carte. Puis vous savez, à l'époque, ben écoutez comment que ça a été dénigré dans certaines stations de radio. Fait que on boitait. Fait que là, notre objectif, moi, quand je suis rentré, j'ai dit là, il faut casser cette image-là. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai fait la job parce qu'on a augmenté nos salles. Bon, le festival a fait faillite, mais c'est pas grave. Il est revenu à la vie maintenant. Revenu, effectivement. C'est ça. Donc, après ça, j'ai fait ça. Puis c'est ça, après ça, je suis rentré aussi. Ben là, c'est ça, j'ai fait un peu... j'ai été 5 ans dans la radio. Ben oui. Ben oui, comme directeur de la promotion. Oui, puis ça, je pense que tu avais fait une belle job parce que Là aussi. ça avait shaké les murs du temple, je pense, Oui. de l'ordre établi Oui. dans un marché qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, puis effectivement, moi, mon défi, c'est que j'avais pas une scène, puis qu'il fallait qu'on devienne numéro 1, puis on était 3e. Fait que j'ai posé des posters partout. Je me suis organisé qu'on voit la marque. On était partout. D'ailleurs, probablement que ta conjointe te l'a dit, que ça devait les fatiguer quand je suis arrivé. D'ailleurs, Richard Courchain, la première fois qu'il a dit quand il est rentré à Kick Radio, il dit « Toi, mon sacrement, il dit Chris qu'on t'a haï. » C'était la première fois que Bell Media se faisait talonner dans des événements. Écoute, moi, je peux pas parler pour ma conjointe qui travaille pour Bell Media parce qu'elle m'en a pas parlé, mais tu sais, sachons que c'est sûr, dans un contexte de compétitivité, les stations font ce qu'elles peuvent pour se valoriser. Puis nous autres, on n'avait pas d'argent, puis on s'est organisé pour l'être numéro 1, puis on l'est devenu. Fait que j'avais plus de vie, par exemple, mais c'est pas grave, c'était le fun. Ça a été 5 plus belles années de ma vie, vraiment, là. Ça a été vraiment une belle période. Ben, le milieu de la radio, c'est un milieu, écoute... C'est le plus beau médium. C'est pas compliqué, là, quand moi, ce qui m'a amené à faire des balados, ouais. /podcast. Tu vas te dompter, tu vas voir. Non, c'est cette passion-là pour la radio, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis chroniqueur radio dans différentes stations, puis ça, je le fais de façon bénévole, puis je m'amuse à faire ça. Puis là, ça m'a amené à faire des balados sur des sujets précis pour dire, ben OK, je vais faire un commitment sur certaines choses. Puis j'ai du fun, j'ai du plaisir à le faire. Ceci dit, c'est un monde qui est tellement dynamique. C'est un monde qui est en transformation également. On va en parler tantôt. Oui, on va en parler parce que exact. Donc là, ça fait 3 ans que c'est amorcé parce qu'ils vont connaître ce que la télé a connu. Donc là, exactement. Puis là, on est à 5 ans. Tu as fait aux promotions dans une station de radio. Puis après ça, j'ai fait un an et 3 quarts de vente télé publicitaire, de vente publicitaire télé. Ça a été une belle expérience aussi parce que j'ai appris un univers. Parce que là, moi, j'ai étudié la télé. J'ai fait de la télé. J'ai été dedans. Puis là, j'étais comme l'autre côté de la médaille. Là, j'étais directement chez le broadcaster, chez le diffuseur. Puis j'étais à l'interne. Puis c'est un peu une raison pourquoi j'avais accepté ce poste-là aussi. Parce que je voulais voir comment ça fonctionnait de l'intérieur. Puis vendre de la pub, c'est pas la même chose. Non, puis écoutez, moi, je vendais du VTL, là. OK? On était le 3e, là, donc, dans la cave. c'est avant Novo. Là, ah oui, écoute, on avait... Avant ça, c'était TQS. Mais si tu regardais là, avec l'équivalent, là, si tu compares TVA, Radio-Can, leur budget, puis V, là, puis si tu comparais quand j'étais à l'époque à Kick Radio X avec les budgets qu'on avait, là, ben à Kick Radio X, là, on avait budget de TVA comparé à VTL. C'est sûr. Donc, c'était épouvantable, là, comment que... Écoute, les codes d'écoute, c'est... Puis surtout, moi, ce qui est pire, c'est que quand j'ai accepté le poste, on m'a engagé le vendredi, et le mardi d'après, c'était l'affaire Salvaille. Alors, j'ai fait « Oh shit, mon plus gros produit vient de prendre une débarque. » Ben oui, parce qu'Éric Salvaille, c'était un monument fantastique au Québec. Ben, il faisait vivre V. Alors, ce fut quelque chose... pas juste V, il en faisait vivre d'autres. Oui, plusieurs. Fait que là, c'est pour ça que ça a été le festival de j'arrivais chez le client. Écoute, moi, je ramassais d'abord un marché qui était... Tu sais, la personne qui était là avant avait ramassé un restant, puis elle n'a pas été là assez longtemps pour le remonter, mais elle a quand même fait une chance. Fait que je suis pas arrivé, moi, vraiment dans la cave. Mais écoute, ça n'avait pas de bon sens, là. Cette journée-là, ça cancellait, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, tu sais, moi, il fallait que je vende, il fallait que je justifie qu'on était très écoutés. Puis là, bon, OK, là, tu as fait de la télé. Oui. En fait, tu as fait des documentaires. Tu as été dans la radio, tu as vendu de la télé. Du marketing, après ça, qu'est-ce qui se passe? Bien là, justement, quand j'étais en train de vendre ma télé, moi, j'avais la production qui me fatiguait. Je voulais faire revenir à la production. Je me suis dit, je reviens dessus, au documentaire, tout ça. Puis je suis tombé par hasard un été, une entrevue à Radio-Canada. Parce que naturellement, j'écoutais moins le 95.7, comme j'étais plus là.
Et puis, donc, je suis tombé sur une entrevue un matin. C'est une émission du matin. Puis là, il y avait quelqu'un qui était là qui parlait de balado. Il parlait des documentaires, puis des true crime. Puis là, il parlait du balado de Mike Ward, puis tout. Fait que je connaissais ça un peu, mais pas tant. Et puis là, ça m'a intrigué. Je me suis mis à en écouter. Et c'est là, quand j'ai tombé sur les parties documentaires, puis là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. J'ai fait OK. Là, je l'ai vu venir, j'ai dit OK, c'est là que ça s'en va. C'est là que ça s'en va. Fait que moi, l'année que j'ai décidé de partir mon balado, je pense que je suis tombé dans la bonne année parce que. Ça, c'est quelle année, ça, Carl? Ça a fait 1 an au mois de mai. OK. Mais moi, j'avais commencé un petit peu avant les démarches. Puis, ça commençait à brasser. Il y a des entreprises de production qui ont commencé aussi, qui avaient Transistor, qui était la plus connue à Gatineau, en Outaouais. Puis là, c'est surtout avec le True Crime. Et puis, qui fonctionnait, qui ont lancé ça. Fait que là, c'est pour ça que moi, quand j'ai décidé de partir ça, j'ai fait OK, oui, je prends le guess. Mais moi, j'étais un peu de même. Là. Des fois, je pars des idées, puis je me dis, je sais pas pourquoi, mais je sentais que c'est là qu'il fallait que j'aille. Des fois, je suis comme dans des postes aussi d'autorité, puis de direction, puis que là, il faut justifier mon choix. Puis des fois, j'ai le goût de le dire. Écoutez-moi, faites-moi confiance, vous allez voir. Parce que je peux pas expliquer le pourquoi de mon choix, mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Fait que c'est pour ça que la balado, moi, j'ai fait non, il y a quelque chose là, c'est sûr et certain. Puis la radio, je sais que c'est fort aussi. Puis moi, j'adore la radio aussi, j'en écoute beaucoup. Puis moi, j'aurais aimé ça aussi, faire de la radio. Parce que quand justement que j'ai été mes 5 ans au 95.7, là, même je faisais des interventions quand même. Ce qui est le fun avec la radio, c'est le médium que tu es le plus proche. Puis tu as tout de suite un retour. Oui, puis c'est en connexion. C'est l'instantanéité. Ça sauve des vies aussi, la radio. Oui, puis tu sais, honnêtement, là, moi, je suis un passionné de balado, de podcast. Parce que toi, tantôt on va en parler, on fait une différence avec ça, mais la radio, c'est l'instantanéité. C'est quand tu te lèves, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait le talk of the town, Donc ça, cet aspect-là, je pense qu'il n'y a rien qui va pouvoir remplacer cette proximité-là sur la réalité, sur ce qui se passe là. Puis quand tu t'aimes vivre, puis que tu veux savoir ce qui se passe, ben tu sais, à un moment donné, c'est pas en écoutant, par exemple, un balado qui a été préenregistré, qui n'est pas dans l'instant moment, dans le moment présent que tu vas vivre ça. Donc ça, je pense que la radio va toujours la vivre. Mais c'est pour ça qu'on va en parler tantôt aussi. C'est beaucoup aussi pour... parce que moi, je produis des balados aussi pour des entreprises privées. Donc, c'est beaucoup aussi un outil pour la notoriété. Parce que tu n'es pas dans l'instantanéité. Bon, il y a des plateformes comme Twitch que tu peux faire du direct, sauf que c'est tellement niché. Puis ça, c'est un peu aussi... non, c'est pas la qualité. Ben non, mais c'est parce que niché dans le sens de dire, écoutez, là, c'est les gamers puis les flows qui sont là-dessus. Je dirais le 18-34 puis encore, le 18-25 qui se trouve sur Twitch. Ben, même à pas. Le 10-25... Attends un petit peu. Carl Brandon pourrait te faire mentir avec sa chaîne qu'il a faite pendant la pandémie où il a fait danser le Québec au complet. Oui, mais t'as-tu une Twitch, toi? T'as-tu un compte Twitch? Ben oui. Mais personnellement, tu le consommes-tu? Tu vas-tu voir des affaires là-dessus? Ben non. Ben c'est ça. C'est ça que je dis. OK, c'est bon. Tu sais? Alors... Tu y vas-tu? Non, j'y vais pas. Ben c'est ça. Tu sais? Fait que, bref, où j'en étais? Là, tu nous parlais que tu sortais de la radio. Oui, je commençais mon balado. Exactement. Et puis là, l'idée, t'es arrivé, t'es allé à Radio-Canada. En fait, J'ai t'as écouté à Radio-Canada et là, l'idée est partie. Ça m'a popé directement au cerveau. Donc là, j'ai fait comme, OK. Puis là, je m'apprêtais à relancer Téléboréal, mon entreprise de production documentaire. Fait que là, j'ai fait comme... Fait que là, j'ai trouvé du financement, j'ai trouvé des subventions. Et puis là, naturellement, je l'appelle comment? Fait que j'ai dit, bon, on va l'appeler Balado Boréal. Ça va faire un lien aussi avec Téléboréal parce que comme je voulais me spécialiser aussi dans le documentaire, c'est pour ça que je me suis dit, ben regarde, on va faire le lien comme ça. Puis en plus de ça, c'est un peu le branding. Téléboréal existait déjà. D'ailleurs, tout le monde, des fois, le dit que, tu sais, associe à Boréal directement à mon brand, là. Mais bref, c'est ça. Alors, c'était pour aussi marquer, parce que je te cacherai pas aussi que Balado Boréal, je voulais aussi marquer le territoire. Mm-hmm. La boréalité, c'est grand, tu sais. Fait que je voulais mettre l'Est du Québec, là, c'est moi.
Ah, mais c'est correct, ça. C'était appelé ça. L'Est puis le Nord. Oui. Puis là, surtout que moi, là maintenant, je suis dans des rencontres. On s'est regroupés. On tente de se regrouper, des producteurs de balado. Là, fait que, on a souvent des rencontres avec Magnéto à Montréal, Récréation, après ça, à la puce à l'oreille, Transistor, naturellement aussi, qui produisent beaucoup. Donc, puis moi, je suis le seul qui est au Saguenay. Fait que j'ai l'impression de revivre ce que je vivais au début de la production documentaire il y a 20 ans, où j'étais dans des tables de producteurs régionaux. Puis moi, j'étais rendu, parce que là, Alain Corneau avait cessé ses activités. Fait que j'étais le seul producteur au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui faisait du documentaire. Fait que ça me ramène un peu à ça. Je suis habitué. Mais ça a des avantages, produire en région. Des désavantages, mais plus des avantages. Alors, c'est ça. Donc, j'ai parti Balado Boréal. Et puis là, c'est drôle parce que là, tu sais, quand on parle de balado, c'est souvent de l'instantanéité. Puis, tu sais, le monde peut se partir un balado sur le coin d'une table. Là, c'est drôle parce qu'on a de l'air d'être sur le coin d'une table. Mais... Ben, on est sur le coin d'une table. Ben oui, mais il y a des gens qui peuvent faire ça avec un iPhone, tu sais, puis se partir un balado. On a quand même de l'équipement, là. Ouais. Sauf que là, moi, c'est ça, c'est que j'ai pas de production qui roule encore, mais ça veut pas dire que je produis pas, là. Au contraire, on n'arrête pas. Ça roule. Mais c'est parce que faire du documentaire, c'est long. Donc, c'est ça. Fait que j'ai plusieurs productions. Là, je sais pas si je vais trop vite. Là. J'enchaîne. Non, continue. C'est ça. Ben écoutez, là, j'ai une première production, si les gens veulent l'écouter. C'est pas moi qui l'ai réalisé. C'est Louis Moulin. C'est une production qu'on a faite pour Place aux jeunes. D'ailleurs, ça, la pandémie, ça a été extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir comment que le balado a explosé. Nous autres, on a reçu des demandes incroyables pour produire des balados. Donc, puis on a produit des hybrides aussi. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire par hybride? Ben, moi j'ai tourné, c'est Télé-Boréal. On a tourné pour la ville de Saguenay. D'ailleurs, vous pouvez le voir à ma TV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ceux qui sont abonnés du câble en passant. Donc, vous pouvez me voir présentement. J'anime la 2e saison de Bâtisseurs culturels. C'est une série. On a fait 20 entrevues de fonds de bâtisseurs culturels, c'est-à-dire des gens qui ont créé nos organisations culturelles, mais qui ont aussi, qui étaient artistes, qui ont une profession d'artiste. Donc, c'est 20 personnes, pardon, excusez-moi, c'est ça, qui ont été dans l'industrie de la culture, qui ont toutes créé nos institutions. Écoutez, ça va de... J'ai fait une entrevue avec Rodrigue Villeneuve, puis Hélène Bergeron, qui ont fondé le théâtre, Les Têtes Heureuses. J'ai fait aussi France Proulx qui a fondé le Prisme culturel, Ariane Blackburn avec les Farandoles, puis j'ai fait Louis Wautier aussi pour les Farandoles aussi, mais pour la Fabuleuse. Écoutez, c'est ça, j'en ai fait 20. Donc là, voyez-vous, aujourd'hui, on enregistre, c'est jeudi, donc c'est le 2e épisode qui est en ondes. C'est Gisèle Munger qui fait des chœurs, qui a fait des chœurs depuis des années, qui en dirige encore. Et c'est ça, donc... ce contrat-là, c'est ça. C'est qu'on faisait des entrevues longues qui vont être archivées à la Société d'histoire. Donc, c'est des entrevues. Et là, c'est là qu'on va entrer aussi dans le débat. On met-tu de la vidéo ou pas dans le balado? Ouais, ça, c'est une question... Moi, je l'ai pris la décision. C'est que nos balados, nous, on fait pas de vidéo. Ben, tu vois, moi, j'ai pris la décision avec Ben Lala de dire c'est juste du sonore. Puis quand j'ai sorti les hors-séries avec Sylvain Carbonneau, c'était comme, on fait ça en Zoom, on collecte le son, puis on monte avec ça. Ouais. C'est pas le best, c'est pas l'idéal, mais tu sais, ça fait le travail. Puis quand les gens sont à l'extérieur de la région, t'as pas le choix, là. Ouais. Tu sais, fait que là, on y va comme ça. Et là, tu sais, comme là, on est chanceux, on se voit. Ouais. Tu es un intervenant local. J'en ai d'autres à qui je vais parler qui sont à l'extérieur. Je vais être obligé de l'enregistrer en ligne. Ouais. On utilise qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je te donnerais un outil extraordinaire pour l'iPhone, que c'est l'impression que la personne est à côté de toi. Ah, ben écoute, j'achète. Ouais. Parce que ça, c'est depuis la pandémie, là. Moi, je suis plus capable d'entendre des zooms à radio, à télé, puis entendre des cliquages de souris parce que l'animateur est en train de se mettre en onde dans son garde-robe à la maison. Je suis plus capable, en tout cas. mais on n'a pas le choix. Ben, je sais. Mais là, espérons que ça va revenir. Moi, ma crainte, c'est qu'ils disent capable de faire de la radio avec 3 piastres et quart. D'ailleurs, ça me rappelle un ancien boss que j'avais, mais je ne le nommerai pas. On va se reconnaître. Pas grave, pas besoin d'investir, on est numéro 1. Mais la question oui, que tu poses, ça, oui. La question, est-ce qu'on met dans le fond du visuel? Est-ce qu'on met de la vidéo avec le podcast? Ben, ça dépend. Le balado. Parce que là, tu vois, c'est ça. Je parlais de bâtisseurs culturels. C'est parce qu'à la base, c'était un projet vidéo. Donc, on faisait des entrevues longues,
Donc, il y a des bâtisseurs culturels, j'ai des entrevues de 4 heures qui, elles, vont être déposées à la Société d'histoire de Saguenay. Donc, le but, c'était de faire des entrevues de mémoire pour que plus tard, dans 75 ans, le monde va dire « Mais coudonc, comment ça a été fondé? Elle était heureuse? » Ils vont pouvoir aller à la Société d'histoire du Saguenay écouter l'entrevue longue. Mais moi, ce que j'ai fait, l'objectif aussi, parce que ça, moi, comme je suis dans le domaine culturel depuis 25 ans, ça a toujours été aussi mon objectif de faire connaître la culture, de montrer l'importance qu'on a, parce que souvent, tout le monde n'arrête pas de dire qu'on est des têteux de subvention, puis que, tu sais, on vit d'amour et d'eau fraîche, puis pourtant, une pièce investie en culture finance 50, je dirais 50, mais je dirais plutôt 20 fois plus. La pièce qui est investie génère 20 fois plus d'emplois de qualité que la pièce investie dans l'industrie de l'automobile au Canada. OK, ta source? Ouais. Ma source? Vous googlerez d'abord... Faites vos recherches. Non, mais vous googlerez, vous allez voir le montant aussi investi, la portion dans le budget provincial du ministère de la Culture, puis ce qui est investi en culture. Écoutez, c'est rien. Bref, donc, c'est un projet vidéo. Et moi, dans le but justement de faire connaître plus les gens, puis c'était l'objectif aussi de la ville de Saguenay, de montrer nos artistes. Puis moi aussi, c'était ma volonté. Je leur ai dit, on va aller parler à ma TV. Puis on va se packager des shows de TV à partir de ça. Donc, j'ai parlé avec Mathieu Beauregard qui est à ma TV. D'ailleurs, Mathieu qui fait une job extraordinaire, qui se bat lui aussi parce que pour faire survivre la télé, puis en plus la télé locale. Puis d'ailleurs, il a remonté la télé locale. Là. Écoutez, checkerez là, pour ceux qui sont abonnés à Vidéotron, je ne vais pas faire de la promo, mais ma TV, là, écoute, il y a des shows de qualité là-dessus. Il y a du contenu vraiment, local. là, oui, ça a remonté d'une coche. Là, depuis 3-4 ans, là, c'est plus ce que c'était. Donc, c'est ça. Alors, j'ai proposé à la Ville de Saguenay de prendre nos entrevues, de prendre le contenu. J'ai dit, on va repackager ça, faire des émissions de 28 minutes. Puis à ce moment-là, quand j'ai parlé de ça à ma TV, à Mathieu aussi chez ma TV, Mathieu Beauregard, il m'a dit, oh oui, la bonne idée. Puis lui, justement, il avait besoin, il y avait des cases qu'il devait avoir, justement, pour du contenu culturel, mais surtout du documentaire puis de l'entrevue des portraits. Alors là, les gens au service des arts de la culture étaient super contents parce qu'ils ont dit, ben oui, en plus qu'ils financent un projet qui va avoir en plus un rayonnement, ben c'est toujours bon, pour l'investissement aussi des citoyens, mais pas juste ça, pour montrer justement, parce que la Ville de Saguenay, ils financent tous nos organismes culturels, donc ils donnent un moyen puis de dire aux gens, ben là, il faut les découvrir, regardez, c'est tout ce qui se fait justement avec votre argent, c'est ça qui se fait. Et puis, c'est ça, donc de connaître les artistes. Puis moi, ben j'ai dit, on va y aller en une 3e couche, j'ai dit, on va faire un balado avec ça. Donc, c'est pour ça que là, c'est un hybride. Pour ça, le projet de départ est plus un projet télé, un projet vidéo. Puis vous avez décidé de faire un podcast en oui. plus. Un balado, excusez-moi. C'est parce qu'on s'est posé la question. Est-ce qu'on refait un montage pour un montage original pour le balado? Puis là, on a tranché un peu la poire en deux parce que là, on a manqué un peu de budget. Fait qu'on s'est dit, prenons l'audio de l'émission télé parce que justement, ça va faire un 28 minutes, ça va être plus court aussi. Puis à ce moment-là, ce que vous allez entendre en balado, c'est ce que les gens entendent sur ma TV. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés chez Vidéotron qui n'ont pas accès à ma TV Saguenay. Fait qu'à ce moment-là, ils vont avoir accès à l'entrevue aussi en balado au sonore. Effectivement, parce qu'aussitôt que tu es avec Belle, tu n'as pas ma TV. Non. Puis, ou les gens de la baie. Oui, aussi. Qui maintenant, sont sont avec chez Cogeco. Cogeco maintenant. Ouais, c'est ça. Les gens d'une partie du Lac-Saint-Jean aussi qui sont sur Cogeco. Donc... Mais ça, je trouve ça plate parce que ma TV, il y a vraiment du beau contenu original qui devrait, à mon avis, être distribué et être accessible à tout le monde. Ça, là, c'est le prochain défi. Là, c'est revoir. On parlait de la loi des Indiens qui datait, là, puis effectivement, c'est tellement épouvantable. Mais le CRTC, ça, c'est un autre loi aussi, là, qui a de la poussière là-dedans. Mais le CRTC, Carl, n'aura pas le choix à un moment donné de se réajuster. Écoute, est-ce que tu sais qu'actuellement, en France, puis dans le coin de la Suisse, en Europe, là, il y a des stations de radio traditionnelles qui ont décidé de ne pas renouveler leur émetteur FM. Donc, dans le fond, ils gardent leur station de radio, mais ils diffusent qu'avec le web à cette heure. Ils ont décidé de dire, regarde, notre signal, on va l'envoyer sur Internet parce que c'est là qu'est l'avenir. Puis aussi, en plus, ces stations de radio-là ont décidé de transformer leur contenu avec du contenu très ciblé, des contenus de podcasts, de contenu de balado. Mais moi, ma crainte, c'est que quand on sort l'État ou on sort des réglementations, c'est que là, il y a des enjeux qui peuvent arriver.
on parle d'enjeux de contenu, parce que là, ça peut pas être le free-for-all non plus. On peut pas diffuser n'importe quoi. Tu sais, sur le web, tu peux toujours aussi contrôler. En tout cas, c'est moindrement que tu es un parent responsable. Tu t'organises pour contrôler de ce que ton enfant va écouter ou va regarder. Tout à fait. Il me semble que quand tu es un média aussi crédible, c'est important aussi de donner des lois comme société, de se dire, ben là, c'est là où vous pouvez aller. Mais il y a la notion aussi de territoire. On était rendu où? Donc, c'est ça. Alors, quand on sort l'état de ça, des réglementations aussi, tu sais, il y a la notion de territoire. Là, il y en a des fois qui trouvent ça chiant, qu'il y a des zones pour les DVD ou des zones, même, il y a des émissions qu'on ne peut pas regarder, mais parce qu'ils sont de d'autres pays. Mais ça, je trouve ça un peu aussi, je trouve ça important. Parce que, voyez-vous, notre culture, c'est important. Puis à un moment donné, c'est le free-for-all. Puis il faut la protéger. Ben, il faut la Il faut protéger. établir les limites. Puis d'ailleurs, avec la diffusion web, il va falloir qu'à un moment donné, il se passe de quoi. Parce que Ben, c'est pour ça que les diffuseurs qui existent en ce moment qui bloquent. Vous savez, comme vous ne pouvez pas écouter des émissions qui sont sur des émissions de réseau de télé français sur le web. On ne peut pas les écouter parce qu'ils sont zonés. Mais ça, c'est super important, tu sais. Déjà là, tu sais, avec l'invasion de Netflix et tout ça, là... Effectivement. Donc là, on parlait de balado. Oui. Là tu as démarré Balado Oui. Boréal. Là, tu as fait du contenu justement Oui. pour ma TV, oui, c'est ça. contenu Oui, spécifique. puis on parlait de vidéo aussi, c'était important ou pas avec la Exact. vidéo. Donc, j'ai fait cette première production-là. Donc, l'émission télé est en ondes. Le balado, lui, va l'être possiblement au mois de décembre. OK. Décembre 2021. Oui. OK. Et puis, c'est ça. Donc, on a produit ça. Puis, on a produit aussi un autre show hybride. C'est que pendant la pandémie, justement, on a eu une demande du théâtre La Rubrique où on a produit... Ben, c'est ça qui est le fun. C'est que là, on a fait comme une espèce de... C'était un peu comme Bâtisseur culturel, sauf que c'était 5 épisodes, 5 émissions, parce qu'on a fait un show de télé aussi. Mais là, c'était plus la captation du balado qu'on a fait. Donc, vous avez pu voir, pour ceux encore qui sont abonnés à ma TV, mon Dieu, Mathieu va m'en devoir une. Hein, je vais y envoyer l'épisode. Il va m'en signer d'autres émissions, c'est bon. On a fait, ça s'appelle Espace scénique, où là, c'était un animateur. Il y avait Marie-Lou Gay qui a commencé, puis après ça, Bruno Paradis qui a terminé la série, qui en a fait une autre partie, où il interviewait des gens du théâtre, de l'industrie du théâtre, des créateurs d'ici. Puis on avait des comédiens de l'extérieur aussi qui sont venus. Mais ce fut très compliqué avec la pandémie de gérer des... On a tourné ça au mois de décembre, février et mars 2020. On était dedans. C'était un bon défi. Là. Oui, donc, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on a poussé l'expérience plus loin. C'est que là, ben, d'abord, moi, j'ai réalisé mon fantasme de jeunesse. J'ai switché du Kodak Live. C'est parce qu'on enregistrait le balado qui était diffusé live sur Facebook. Et là, on l'enregistrait vraiment comme une émission de télé. C'était live. On avait l'introduction, le générique, tout ça. Puis c'était timé. Puis après ça, on s'est gagé aussi pour qu'arriver en post-production, pour quand on arrive en télé aussi, on a juste refait les intros puis les sorties OK. pour les packager en fonction de la télé. Et puis, on a fait ça. Donc, il y avait une diffusion live. Après ça, il y a une diffusion sur ma TV. Et puis là, il va y avoir le balado qui va être lancé pour ça aussi. Donc, il y a ça. Et là, justement, aussi, une autre pandémie qui nous a amené à une autre belle opportunité. On a Place aux jeunes qui, eux, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Place aux jeunes, c'est un organisme. Il y en a partout au Québec des Places aux jeunes. Donc, ici, le Place aux jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean nous a contactés parce qu'eux organisaient des week-ends exploratoires. Donc, des gens qui voulaient s'en venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean contactaient Place aux jeunes. Puis là, eux, ils les mettent en relation avec des entreprises, puis ils font des brunchs qui puissent discuter pour voir si ça l'intéresse, pour leur expliquer un peu le marché, tout ça dans l'industrie, puis dans le domaine dans lequel ils voudraient venir travailler. Puis après ça, ils font visiter la région pour donner le goût de venir s'établir ici, puis surtout pour leur montrer la réalité, pour qu'ils fassent le saut quand ils débarquent ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc là, naturellement, on ne pouvait plus d'organiser de week-end exploratoire. Alors, ils sont venus nous voir, puis on dit, on voudrait faire un balado qui remplacerait un peu ça. Fait qu'on a dit parfait, et là on a dit c'est extraordinaire, on ne peut pas être les mieux placés pour ça. Donc là, ils se sont rendus compte que, parce que moi je suis quand même pas tout seul dans Balado, je l'ai commencé tout seul, mais il y a une personne qui s'est jointe à moi, qui est la personne de Caroline Gagnon, qui est ma coproductrice. Mon Dieu, une chance que je l'ai. Et puis, nous, on s'était connus avec Place aux jeunes. OK. Parce que Caroline travaillait, avait fait ATM, venait du Lac-Saint-Jean, venait de Saint-Félicien, travaillait dans l'industrie de la télé à Montréal.
Puis là, son chum a décidé de s'en revenir. Puis moi, écoutez, je reçois un appel de Place aux Jeunes qui me disent on a une jeune qui voudrait revenir en région puis qui veut faire du cinéma, de la télé. Moi, mon premier réflexe, c'était de dire pauvre folle. Elle dit elle travaille à Montréal, mais j'avais le goût de dire mais qu'elle reste à Montréal, c'est là que ça se passe. Mais là, je comprenais, j'ai compris parce que moi, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, pauvre fou. Qu'est-ce que tu viens faire au Saguenay pour produire au Saguenay? Déjà que produire, c'est pas évident. Puis en plus, tu en rajoutes une couche, tu t'en viens en région. Donc, j'ai rencontré Caroline. J'ai mis ça clair. J'ai dit, garde. D'abord, il y a 2 boîtes de prod. Il y avait les productions de la Chasse-Galerie qui étaient justement en train de terminer ses activités. Puis j'ai dit, là, il reste moins. Des contrats de pub, un peu de temps en temps. Fait que surtout qu'elle était coordonnatrice de production. Donc là, mais ça a cliqué. Moi puis Caro, vraiment, ça a cliqué. On avait les mêmes intérêts, tout ça. Fait qu'on s'est dit à un moment donné, il va arriver quelque chose. Fait que j'ai su qu'elle s'était venue au Saguenay. Et puis on s'est retrouvés au Festival international des arts de la marionnette. Il y avait une grosse production où il avait tenté de recréer la grosse marionnette. Tu savais, à l'époque, là, il y a 10 ans, là, il y avait une grosse marionnette. Oui. Puis là, on avait décidé de ramener ça. Donc, on avait un dragon. Puis là, j'ai dit, ça prendrait quelqu'un pour driver ça. Mais j'ai dit, moi, j'en connais une personne. Fait que Caroline est venue travailler au festival. Fait qu'on s'est retrouvés comme ça. Puis après ça, on s'est recroisés une couple de fois. Moi, après ça, j'ai fondé aussi la Bande Son Image, qui est un organisme qui aide aussi à faire de la production ici. Donc, j'ai cofondé ça avec France Guy. La Bande Son Image, oui. Okay. Pour les gens qui veulent faire leur première œuvre, théoriquement, qui sortent du bac en art, en cinéma, ou d'ATM, qui veulent faire un court-métrage, en fiction documentaire, tout ce qui est cinéma. Donc, il offre des équipements, il offre des conseils. Donc, c'est un peu... Il y a d'autres modèles comme ça à Montréal qui existent depuis longtemps. Et puis, c'est ça, moi, j'ai cofondé ça avec France Guy, puis Eric Gass, c'est bête, j'oublie son nom de famille. Ça va me revenir. Et puis, c'est ça, on a fondé ça en 2008. Donc, ça existe toujours. Et là, Caroline a été embauchée comme coordonnatrice là. Fait que, j'ai dit, on va finir. Puis là, c'est drôle parce qu'on se croisait tout le temps dans le même univers. On travaillait jamais ensemble. Puis là, quand j'ai créé Balado, c'est ça. Elle a décidé, elle a fait le saut, s'en venir travailler avec moi. Puis, c'est ça. Donc là, écoute, on a dressé un portrait de qui tu es. Oui, mais c'est ça, mais juste... que tu viens. Mais j'étais en train de parler de mon contrat de Place aux Jeunes, c'est ça. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis juste pour vous dire aussi que j'allais vous dire que, elle, présentement, est en ligne. Donc, ça a été notre première production. On a tourné 7 épisodes. D'ailleurs, le dernier va être en ligne très bientôt. Puis cela, on a fait une expérience aussi avec Place aux Jeunes parce que c'était le contexte de production. Il fallait qu'ils le produisent rapidement. Puis nous autres, on n'avait pas beaucoup de temps. Fait qu'on s'est dit, puis en même temps, on va faire des tests, on va expérimenter. Ça aussi, c'est une chose, la diffusion. Hein. Donc, on a sorti un épisode par mois. On a commencé en mars. Donc, le dernier va sortir pour octobre. Dernier épisode. Donc, ça s'appelle Entre lac et fjord. À ce moment-là, on est capable de trouver ça où, là? Nous, notre hébergeur, parce qu'on est une entreprise québécoise, on est au Québec, on parle français, donc on s'appelle Balado. Hein, on fait du balado. Alors, nous, on héberge chez Balado Québec nos productions. Ah, ben tu vois, on est hébergé à la même place. C'est ça. Moi, mes productions, notamment, tout ce qui concerne, je dirais, le branding, là, est tout hébergé sur Balado Québec. C'est gratuit, on a un bon service, puis c'est français, puis c'est québécois. Puis même les diffuseurs comme Radio-Canada, puis Cube... les radios commerciales aussi sont là. Ils distribuent. Donc, mais nous, vraiment, on génère notre fil RRS chez Balado Québec. Donc, il est vraiment hébergé là. Ils ne font pas rediffuser. Donc, il part vraiment de Balado Québec. Puis après ça, on va le mettre sur les autres plateformes. Donc, c'est ça. Mais vous pouvez l'avoir sur Spotify aussi, sur Google Podcast. Vous pouvez l'avoir aussi sur iTunes, naturellement. Vous pouvez l'écouter facilement. Vous tapez ça, Entre lac et fjord. Entre lac et fjord. Réalisation de Louis Moulin. On va aller voir ça. Oui, production de Carole Gaudreau et Caroline Gagnon. Donc là, parlons podcast. Oui, de balado. Puis, en fait, c'est un peu ça, là, l'enjeu. Là. Podcast ou balado ou podcast? Il y en a que ça lui fait chier de franciser les termes. Moi, je trouve ça important. D'ailleurs... Mais podcast a été francisé. Moi, je vais te dire, là... Parce que dans la littérature, parce que moi, actuellement, je lis beaucoup sur les podcasts, sur les balados. Et quand je vais, par exemple, dans Google Scholar, où je fais ma recherche d'articles scientifiques sur les balados,
souvent, je vais utiliser podcast. Et là, c'est sûr que là, tu vas me dire, C'est écoute, quoi le Benoît, c'est sûr que Oui, mais c'est à cause des 90% de la littérature est en anglais, même 95%. Non, mais c'est à cause des Français. Eux autres, naturellement, ont décidé d'appeler ça un podcast parce que c'est américain. Fait que ça fait in. C'est sûr. Tu sais, fait que c'est sûr que là, le monde a l'impression qu'ils disent les podcasts. Mais écoute, le terme balado existe. Mais Radio-Canada, c'est beau, balado. Radio-Canada utilise le terme balado. Cube Radio, Québécois utilise le terme balado. Télé-Québec utilise le terme balado parce que ça, ce que je vous nomme là, c'est tous des gens qui produisent des balados, qui diffusent. Bell aussi utilise le terme balado. Cogeco aussi, dans leur zone C23, c'est des balados. Quand tu parles de la poche bleue, c'est le balado de la poche bleue. Effectivement. Bon. Puis moi, le podcast, pourquoi que ça m'énerve? Parce que. On va vous dire les vraies affaires à Mais soi. non, on parle Puis je me podcast censure balado. pas. OK. Ça, c'est la beauté de balado, on ne s'en sort pas. Moi, le podcast, j'ai tendance souvent à associer ça. Puis là, ouais, écoute, je vais tellement avoir de l'air élitiste, comme ça se peut pas. Ils vont dire, mon Dieu, fait de la culture prout-prout. Je m'en fous, je m'assume. Moi, le podcast, là, le monde qui dit qu'ils font des podcasts, là, c'est le monde qui veulent devenir une vedette, puis qui se font 3-4 affaires, tu sais, puis qui veulent, entre gang de chums, puis que là, ils pensent que tout l'univers, puis ils deviennent des YouTubers, puis puis que je fais du podcast, puis je fais un podcast, puis tu sais, je bois 3 bières en parlant avec mon invité, ou bien je mets de la sauce piquante, ou bien je mange des bonbons avec du pot. Hey, là, je nomme du monde, hein? Je suis pas fin, vous les voyez? Je sais hein? pas de qui tu Non! nommes. Non, ben... C'est ça. T'es trop vieux, t'es pas sur YouTube. Puis là, en plus de ça, ils se filment pour se montrer en plus. Fait que là, ils se mettent sur YouTube parce que la majorité des gens, vous savez, la majorité des balados sont consommés sur YouTube. Étrangement. Donc, écoute, ça, honnêtement, là... ils se privent d'une majorité de bonnes productions. Mais sur YouTube, là, honnêtement, là, moi, les podcasts, les balados, Ouais. moi, j'utilise les deux termes, puis Ouais. Honnêtement, contrairement à toi, tu sais, ça va arriver, je vais dire balado. Ouais, mais ça va avoue que arriver... podcast boréal, c'est lettre. Non, ça, c'est sûr, mais mes balados boréales, ça sonne. C'est classe. Exactement. Mais Ben, tu c'est sais, ça qu'on fait. mais tu sais, je veux pas lancer le débat de dire un ou l'autre, mais je pense que les deux dans l'usage peut être intéressant. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en moi, disant... mais je dis aussi une phrase, c'est plate. Hein. J'ai dit, nous, on produit du contenu, on produit du documentaire, on produit des balados, on produit pas du podcast. C'est chiant. C'est prétentieux. Hein? Ben écoute, C'est pas grave, je m'assume. mais c'est correct, Carl, parce que tu vois, moi j'assume aussi le fait que souvent je vais utiliser les deux termes. Puis des fois, je vais parler justement de je vais dire podcast, parce que des fois, c'est les gens ont plus, les nouvelles générations ont tendance à utiliser ce terme-là. Oui, mais le 25-54, d'ailleurs, vous savez, je ne veux pas faire mes grandes statistiques, mais le balado était beaucoup chez le 18-34. Et là, il s'ouvre beaucoup. Il s'en va, je vais vous dire, c'est le 25-54 qui commence à le consommer de plus en plus. Ben, il y a une transformation numérique. Ben oui, puis c'est du contenu. Puis je vais vous dire, là aussi, on va vivre ce qu'on a vécu dans le début des sites web. Vous savez, au début des sites web, là, tu prenais Front Page, Exactement. 96, tu te faisais ça, les sites web. Puis à force de consommer des sites web, à un moment donné, le monde en fait, tout ce qui était cheapette, ils ne le consommaient pas. Ben, c'est ça. Donc, on est en train de faire un élagage. Donc, comme dirait dans la Bible, on va séparer l'ivraie du bon grain. Mais là, on parlait du terme, mais qualité de contenu, Carl. Ben oui. Parce que, tu sais, quand on regarde tout le volume, tu sais, tu parlais de YouTube. Moi, je sais que j'en ai vu sur YouTube des très populaires, des podcasts. Des scraps aussi. Mais quand j'écoute le contenu, je me dis, écoute, tu sais, puis on s'entend, là, il y a des catégories de divertissement. Quand tu veux divertir, il y en a. Quand tu veux écouter de la merde, il y en a. Puis des fois, ça fait du bien Ou d'écouter. quand tu veux écouter des affaires pour juger le monde, il y en a. Hey, ça, non, mais c'est ça. Mais tu sais, il y a une diversité. Il n'y a pas nécessairement de paramètres. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Quoique, on va le faire tant aussi longtemps que la mise en demeure n'arrivera pas puis que les poursuites n'arriveront pas. Parce que je pense que, oui, on est capable d'avoir une liberté d'expression, surtout avec les balados. Il faut avoir du contenu de qualité, mais il faut aussi respecter les intervenants, le monde. D'ailleurs, tu as dit plein de choses depuis le début, mais tu n'as pas attaqué personne. Ben non. Mais tu as juste assumé ce que tu dis. Ben oui. Mais ça, c'est correct, correct, c'est pas les personnes. Souvent, c'est peut-être leur décision. Ça, c'est souvent ça. Fait que, dans le fond, quand on regarde ça, là, l'avenir du balado, du podcast,
Selon toi, ben là, je sais que toi, tu vas me dire, le podcast va mourir, le balado va émerger. Non, mais le terme, peut-être que, en tout cas, ça va toujours être la dualité, je pense, comme VHS puis Beta, tu sais. Ben, Jadis. non, je suis pas d'accord. Non, Beta a pris le bord. Mais Pourtant, Beta était nettement plus de qualité qu'un VHS. Oui, mais Carl, je suis pas d'accord sur la comparaison Beta-VHS. Non, je parlais plus du... Ouais, c'est ça. Mais parce que, dans le fond, on sait très bien que le Beta est de meilleure qualité. Disons que ça va être plus comme Kleenex puis mouchoir. OK. Ça, j'aborde le thème. Frigidaire, frigo et frigidaire. Au réfrigérateur. Ça, ouais. Donc, selon toi, l'avenir du balado, parce que là... Il est en explosion. On le voit un peu plus. Moi, je me souviens, quand tu as lancé ton entreprise, à ce moment-là, je ne m'étais pas lancé dans le balado. Puis, T'es-tu inspiré, Gouda? En quelque sorte, oui, parce qu'il y en a qui m'ont inspiré. Oui. Quand je me suis intéressé du sujet, j'ai regardé ce que tu as fait, ça a attiré mon attention sur le propos. Parce que dans le fond, quand j'ai commencé à le faire, moi, je vais m'en souvenir, ça s'est passé au mois de juin, là, un an et demi. Là, les patrons au cégep, ils disaient, écoutez, innovez, faites des podcasts. Réinventez-vous, hein, c'est à la Non, mode. c'est ça, parce oui, qu'on est c'est en ça. situation Oui. de pandémie. Mais là, ils disaient, faites des balados, faites des podcasts, faites des ci, faites des ça. Mais moi, ça n'avait pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que ça fait une dizaine d'années que je suis chroniqueur radio. Puis là, je me suis dit, puis j'avais tout l'équipement. Moi, je suis un chanteur. Moi, je suis un artiste, mais tu sais, je chante par passion depuis que j'ai 15 ans. Puis là, je me suis dit, j'ai tout l'équipement, j'ai les logiciels, j'ai tout ce qu'il faut, puis je sais parler. Fait que pourquoi je le ferais pas? Puis là, j'avais trouvé ma fenêtre aussi, parce qu'il faut que tu aies un propos quand tu fais un balado. Écoute, je vais te dire une phrase que Dominique Michel a déjà dit à l'époque dans le Showbiz Show, qui était une émission animée par Éric Rémy puis Varda. C'était une émission de showbiz. Écoute, c'était la grosse cote d'écoute, ça, à la radio. Là. Ah ouais? Tout le monde écoutait ça. C'était le mid-morning show. Là. Et il avait posé une question, parce que là, c'était le début des téléréalités, puis il leur avait posé la question, Éric Rémy avait posé la question à Dominique Michel en disant « Qu'est-ce que vous pensez des téléréalités puis des gens qui veulent devenir absolument des vedettes instantanées? » Et Dominique Michel a dit une phrase, d'ailleurs que je me sers souvent encore aujourd'hui. Elle a dit « Ben moi, quand j'ai rien à dire, je reste chez nous. » Non. Je pense que ça veut tout dire. Dans le fond, il faut que tu aies un propos. Oui, parce que moi, je vais le lancer aussi. Je vais lancer mon balado où je vais faire des entrevues, où je vais parler. Là, je suis en train de préparer mon concept, mais justement, parce que je ne suis pas encore prêt à sortir pour savoir qu'est-ce que je vais dire, mon objectif. Puis c'est pour ça aussi qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de production. On en produit, on est en train de produire. On les diffuse pas encore parce qu'on est en train de les préparer parce que c'est long. Oui, puis il faut que tu aies un client, il faut que tu aies quelqu'un qui mais veut... pas juste ça. Écoutez, là, ma série documentaire que je suis en train de produire sur Saint-Jean-Vianney, là, écoutez, là, c'est une série documentaire. Du fait du documentaire, c'est long, la recherche, tout ça. Vous avez peut-être vu passer des images tournées, mais quand on tourne, là, on débarque. Moi, je débarque comme un setup de tournage en documentaire, sauf qu'il n'y a pas de caméra. Mais c'est pareil, moi j'ai mon ingénieur de son, j'ai une coordonnatrice de production, on a un craft, on fait 5 entrevues dans notre journée. On est allé tourner à Sherbrooke l'autre jour, on a fait 2 entrevues. Moi, on a dit pourquoi pas à distance. J'ai dit non, moi je vais être sur place, il faut que j'entende la personne. C'est un documentaire que je fais. Oui, puis il faut la qualité puis j'ai une signature. Du son aussi. Oui, puis en plus, moi la commande c'est pour mettre dans l'application du Centre d'histoire Arvida. Puis en plus de ça, moi, comme réalisateur aussi documentaire, j'ai une réputation, là. Puis, je veux dire, mon propos, il faut qu'il respecte aussi les gens, tu sais. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut prendre du temps, puis je pense qu'il faut le prendre le temps, puis il faut savoir, tu sais. Mais moi, j'aime ton concept. Mais tu vois, par exemple, il y a de quoi qui m'énervait dans ton titre. Parce que moi, tu vois, tu dis « Ben là, mais moi, je pensais que c'était pour Ben là. OK. Mais non, c'est vraiment l'expression « Ben là. » Tu vois, moi, c'est pas ça que j'ai compris. Moi, j'ai dit... Il s'appelle Benoît, ça s'appelle Ben, puis là, pour faire Saint-Lac-Saint-Jean. Mais c'est les deux. C'est parce que c'est vraiment la contraction en disant, il y a l'expression, puis là, oui, je m'appelle Benoît, Ben, B-E-N, mais l'expression ben là, c'est vraiment ça. Mais quand je l'ai entendu une couple de fois, j'avais pas fait le lien, j'ai fait, ben là, ouais, ok, ouais, moi, c'était plus pour le Ben. Tu vois, mais regarde, le concept est parfait, ça marche. Puis honnêtement, je le décline aussi parce que je me suis dit,
le propos que j'ai par exemple, pour mes étudiants, ça, c'est mes émissions hebdomadaires dans lesquelles j'ai mon propos, j'ai mes chroniqueurs, j'ai mes intervenants, puis j'ai mon hors-série quand j'ai des personnalités, j'ai du monde, ainsi de suite. Puis là, ben, avec ma nouvelle section, dans le fond, la section spéciale que je suis en train de faire, notamment avec toi, ben là, je vais traiter de sujets un peu plus précis, notamment par rapport au podcast, parce que, mais tu sais, ça va être limité à 3, 4, je vais peut-être me rendre à 7, 8 épisodes spécifiques sur un sujet comme ça. Faut que tu invites Stéphane Berthomé. Ben, écoute. Je vais te mettre en lien avec. Parfait. Ben, écoute, mais j'ai Marco Bernard qui va être là dans la prochaine, qui est déjà booké. J'ai comme ça quelques personnes. Là, je suis en train de regarder pour avoir quelqu'un en France, aussi pour être capable de nous parler de c'est quoi la réalité là-bas. Pour eux, c'est des podcasts. Donc, les balados, on va essayer d'ailleurs, chacun de mes intervenants, je vais leur poser la question. Les Français vont dire podcast, c'est sûr. Non, mais je vais leur poser la question pour être capable d'avoir un peu leur posture par rapport à ça. Selon toi, l'avenir passe. Est-ce que ça passe? Je parle de la radio parlée. Ben moi, là, je vais est-ce que ça passe par les podcasts, les balados? Ben, c'est commencé, là. Là, la radio, puis d'ailleurs, j'en avais parlé à mes anciens collègues de la radio, j'ai dit, attachez vos trucs, là. J'ai dit, watchez-vous les fesses, parce que j'ai dit, les GAFA, ils vont vous faire à vous autres ce qu'ils ont fait avec la télé, et c'est commencé. Parce que... Mais le facteur instantanéité, Carl. Garde, tu le vois avec la télévision? As-tu vu les codes d'écoute pour le téléjournal? As-tu vu les codes d'écoute pour la télé? Écoute, là, TVA, à cette heure, Score, ils font des méga succès avec des 750 000. C'est rendu comme la référence. C'est plus le million, là. Parce que, là, 2-3 ans, là, tu faisais 1 million, 1,2 million, c'était l'équivalent du 2 puis du 3 millions à l'époque de code d'écoute. Là. Puis là, la norme, c'est le 750 000. Mais est-ce qu'ils prennent leur code d'écoute seulement qu'avec la plateforme? Parce que moi, honnêtement, là, à mon bureau, je vais sur 5 jours, là, okay? Du lundi au vendredi, il y a 3 soirs que j'écoute les nouvelles directement sur mon ordinateur, dans mon bureau, en streaming. Ça, ils ne prennent pas encore parce qu'ils n'ont pas le droit. Ah, ben tu vois, là, moi, je suis convaincu que je ne suis pas le seul, que ce soit avec mon téléphone cellulaire, que ce soit avec les applications, je vais toujours consommer soit ma télé ou soit la radio avec ces moyens-là. Oui, mais tantôt, tu ne pourras plus, parce que là, tu vois, il y a certaines affaires qui diffusent. Là, tu sais, quand le téléjournal, écoute, c'est pas drôle, parce que moi, j'écoutais le téléjournal de Montréal, de Patrice Roy. Je l'écoute sur Facebook parce que je ne l'ai pas sur mon câbleau distributeur. J'ai seulement le TJ Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sauf que mes nouvelles régionales, moi, je les prends à d'autres places. Mais quand tu diffuses sur Facebook, tu peux pas mettre leur publicité. Fait que si tout le monde s'en va là-dessus, il n'y en aura plus de source pour la télévision. Là. Non, c'est sûr. Mais tu sais, l'instantanéité aussi va partir, mais là... Ah non, faut pas que ça parte. Mais non, mais sauf que là, ça continue, ça va diminuer. Il va toujours y avoir des gens qui vont écouter de la télé, mais il y a toujours des gens qui vont écouter de la radio. Mais je vais te le dire, là, puis t'es bien placé, t'as une personne qui va te le dire, mais peut-être qu'ils ne voudront jamais te l'avouer. Mais moi, ça a commencé quand j'étais en radio, là, on voyait les heures d'écoute commençaient à diminuer, tranquillement pas vite. Puis moi, je l'ai constaté aussi, écoute, je me rappelle, là, vous savez, là, le gars qui était sur le bord des Tim Hortons qui donnait des coupons pendant un rating, là, c'était moi ça, l'hiver pour printemps. Puis quand on a commencé ça, ben d'abord, tout le monde écoutait. Tout le monde écoutait Énergie puis Rouge, puis 2 ans après, il était tout au 95.7, naturellement. Mais je me faisais dire, à partir de la 2e année, là, de plus en plus, ah non, moi j'écoute mon iPhone, ah non, moi j'écoute la radio numérique, et ça avait commencé, je le voyais live sur le terrain. Le monde n'écoutait plus la radio. Avec les chars qui étaient connectés, ils écoutaient leur radio avec leur cellulaire. Ou, écoute, moi, souvent, j'écoute la 98.5 à Montréal en application avec mon cellulaire, puis je suis en voiture. Tout à fait. Mais tu vois, ça, c'est c'est une dilution, comme par exemple le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, c'est une zone avec les ondes FM, c'est une zone médiatique qui est fermée. Oui. C'est pas comme par exemple à Trois-Rivières ou dans le centre du Québec où tu vas attraper des ondes de Québec et de Montréal. Écoute, quand tu peux l'écouter jusqu'à Victoriaville. Ben oui, exactement. Tandis que quand tu sais, dans le fond, la captivité de certaines régions, je parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a d'autres zones comme ça au Québec, ça fait en sorte que, bon, le contenu, maintenant, il y a moins de frontières. Puis ça, la consommation Internet, ça devient un enjeu. Oui, mais l'utilisateur avec les GAFA, maintenant, un utilisateur, un auditeur ou un téléspectateur, il veut choisir ce qu'il veut écouter quand il veut. Alors là, c'est pour ça que quelqu'un qui consomme de la radio, qui est habitué d'écouter
le balado, là, ça lui offre une opportunité d'écouter plein de trucs. Puis d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont commencé à écouter des... Ben d'ailleurs, c'est pas compliqué. Moi, il y a certaines émissions, des fois sur des stations régionales, que je vais écouter en rattrapage parce que j'ai pas eu le temps de le pogner à telle heure. Fait que, tu sais, le modèle, là, ça va arriver, la radio, puis dites-vous que les GAFA ils vont s'organiser. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que le podcast a explosé. Je dis podcast parce qu'aux États-Unis, ils l'appellent comme ça, puis j'allais parler du marché des États-Unis. Vous savez, nous autres au Canada, là, je dirais, bon, cette année, on est en 2021, là, je dirais qu'on est à peu près à l'an 4 du balado. Les États-Unis, eux autres, sont rendus à l'an 15, puis en France, sont à l'an 10. Donc, ils ont 10 ans d'expertise là-dessus. Et juste pour vous faire une histoire courte, là, en 2021, là, puis là, j'ai le chiffre devant moi, il y a 1,43 milliard de revenus publicitaires de radio qui se sont déplacés dans le podcast aux États-Unis. Et la preuve de pourquoi que c'est en explosion et que les GAFA veulent puis poussent, c'est pas compliqué d'ailleurs, vous avez vu Spotify a acheté le plus gros studio de production de New York pour 500 millions parce qu'ils ont besoin de contenu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Non. Pour le mot haut-parleur intelligent. Ah, ben oui. Ben oui. Ben oui, puis Parce que tu dis, pour écouter du contenu là-dedans, pour écouter du contenu audio, parce que c'est un appareil, un haut-parleur, donc tu peux caler à la shot, puis écoute tel balado, mets-moi tel balado. Oui, puis tu vois, là, ça, tu marques tellement un point intéressant parce que c'est pas juste les enceintes Bluetooth ou les enceintes automatisées, c'est aussi la qualité des écouteurs. Tout à fait. Donc, ça l'ajoute parce que les gens veulent consommer du contenu qui les intéresse. Fait que là, ils ont tout ramassé les contenus, ils ont tout ramassé le contenu télé, ils ont ramassé les paires de yeux. Ils ont rentré sur les plateformes comme Netflix, Amazon, Apple TV. Qui sont des réseaux de distribution incroyables. Oui, puis ils sont allés ponctionner les revenus publicitaires là-dessus. Ben, ils sont en train de faire avec la radio pour le contenu parce qu'ils ont des machines à remplir. Là. Ces machines-là, c'est bien beau, là, commander des affaires sur Amazon à distance dans ta cuisine pendant que le haut-parleur est dans le salon, que c'est donc extraordinaire. Mais entre-temps, tu fais quoi avec le bidule? Il faut que tu justifies l'utilité. Non, c'est sûr. Ben, c'est ça. Donc, ils ont poussé la machine plus forte. Mais en même temps, c'est ça aussi, c'est que tu as un certain public qui consomme de la radio, puis là, quand il est à la télé, il peut décider de faire ce qu'il veut. Il peut consommer le contenu qu'il veut, quand il veut, où il veut. Ben là, il y a l'opportunité maintenant avec le balado. Puis moi, d'ailleurs, je l'avais dit aussi à certains anciens collègues de la radio, vous êtes en retard. Ça fait 3 ans que moi, je trouve que les animateurs ici régionaux auraient dû se partir leur balado. Ouais, écoute, ça fait partie de... Moi, je me souviens... Il va être trop tard tantôt parce qu'ils vont perdre le public. Écoute, quand j'étais chroniqueur radio à CKRS avec Myriam Segal, ça, je me souviens de cette chronique-là parce qu'on parlait de réseaux sociaux. Et là, je disais à Myriam, puis là, j'étais comme expert en marketing à ce moment-là. Et là, elle disait à moi, Facebook, ça ne m'intéresse pas, tout le kit. Puis là, j'avais dit, écoute Myriam, ça crée ta valeur. Si tu es sur les réseaux sociaux, puis que tu crées ton image de marque, ça l'ajoute à ta valeur marchande comme animatrice radio. C'était l'essence de mon propos. Ouais. Et par la suite, elle a eu des formations et elle a pris ça en main. Puis aujourd'hui, là, elle est retraitée, mais elle fait encore un peu de radio à l'occasion. Puis, moi, j'ai un énorme respect pour elle. Mais, elle a été active parce que Puis, comme tu dis, c'est que c'est pas juste d'arriver et de dire tu fais ton podcast ou ton balado. Ben oui. C'est que faut que les stations, à mon avis, régionales, les stations locales, disent on va investir, on va dire OK, on va donner un contrat pour dire on va produire du contenu local, du contenu près du monde. Parce que veut pas, là, comme là, nous autres, on parle ensemble. Moi, dans mon concept de ben là, écoute, jusqu'à maintenant, là, je frisonne le 15 000 écoutes pour un podcast pédagogique avec l'ensemble de ce que j'ai fait. Ouais. À mon avis, c'est très bon parce que c'est pas grand public, mais j'enseigne à un bassin de 100 étudiants. C'est niché, c'est très bon. C'est très niché, puis c'est très bon. Fait que là, imaginez, là, si, mettons, tu arrives, on parlait de produits Boréal, oui, ton entreprise, Balado Boréal, Institut Télé Boréal, mais imagine les produits Boréal qui viennent de l'agriculture, en fait, qui viennent du terroir. Imagine si eux autres, il y avait un podcast. Un balado. Ben, écoute, puis là, il parlait de ça. Ben, je m'en allais vers ça. Dis-moi pas que tu as déjà le contrat. Non. Non, mais j'ai des contrats pour d'autres organisations qui nous ont approchés aussi, parce que là, on est en train de produire en ce moment 2 séries documentaires pour 2 institutions muséales dans la région. Okay.
Et ils ont compris que l'outil du balado, c'est le meilleur outil pour la notoriété. Parce qu'en ce moment, là, Christian Dior, Chanel, toutes les grandes entreprises ont des balados. Tu as beaucoup de corporations aussi. Ben, regardez, en ce moment, Desjardins produit un balado chez Cogeco Média à Montréal, qui est dans la zone C23. Je l'ai pas vu passer, là. Puis il l'annonce à la radio. Et si vous voulez savoir, si vous voulez connaître l'utilité d'un balado pour une entreprise privée, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et vous dire « Ouais, mais pourquoi moi j'aurais mon balado? » Je vais vous donner la référence. Et ça, c'est toujours cette référence-là que je donne. Je vais vous donner deux références. Premièrement, la première référence pour une entreprise privée qui dit « Pourquoi je devrais avoir mon balado? » Le plus bel exemple que je donne, c'est aller écouter le balado « Réveille l'ours qui dort ». Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça, cette compagnie-là? Savez-vous c'est qui? C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Bon. Ben, c'est quoi cette compagnie-là? Écoute, c'est le balado. Puis là, je veux pas me mélanger parce que je vais juste aller le googler parce que je veux pas me mêler. C'est une firme comptable qui ont des bureaux ici au Québec, mais qui sont un peu partout dans le monde. Bougez pas. Donnez-moi 2 secondes. Ça m'arrive des fois tu m'as fait boire du vin, hein, puis c'est ça. Mon TDAH, c'est aussi embarque à cette heure-là. Écoute, ma mémoire c'est pas, je suis pas responsable. Attends, je vais vous le dire. Bougez pas, je le google. Parlez entre vous à la maison. Parlez entre vous, ça sera pas long. Tiens, l'ours qui dort. Je vais vous le dire, c'est qui? Ah, ça s'en vient. Hey, excusez, là, parce que je veux le trouver, je le trouverai pas. Mais prends ton temps. C'est-tu Raymond Chabot? Mais prends ton temps parce que, tu sais, là, tu nous amènes sur un aspect où, en marketing, on parle de marketing de contenu. Oui. Puis ça, ben, dans les balados, les entreprises, souvent, vont prendre ce virage-là. Excusez-moi, c'était Deloitte et Touche. Deloitte. C'est ça, je savais Deloitte, oui. Et donc, Deloitte, d'ailleurs, qui ont vendu une partie de leurs actifs québécois parce qu'ils se concentrent vraiment dans les gros comptes. Mais tu sais, c'est original pour une firme comptable de dire, ben écoute, on va vous parler autrement. Ben c'est en plein ça. Puis veux-tu que je t'explique le pourquoi que je donne le plus bel exemple de ça? Vas-y, je t'écoute. C'est que ils ont compris. Ils ont tellement compris. C'est que, premièrement, écoute, Deloitte et Touche, tu dis, oh mon Dieu, c'est des comptables, c'est de la fiscalité, c'est plate. C'est des bas bruns. Ben, c'est ça. Mais là, ça s'appelle Réveille l'ours qui dort. Déjà là, ça dit, OK, c'est du monde qui sont pas straight. Ouais, puis on sort de la boîte. C'est plus des bas bruns. Non. Puis là, ce qui parle, c'est des entrevues avec des gens qui ont des experts, des anciens ministres, écoute, des hommes d'affaires réputés du Québec. Puis c'est un animateur qui est jeune, qui n'est pas connu, mais il est parfait. Comme sa voix marche, tout fonctionne. Ils font des entrevues sur plein de sujets qui parlent d'économie. Pas une seconde et quart, on plug Deloitte et Touche. Mais pas une seconde. Sauf que moi, je suis en entreprise, puis il y a un sujet qui m'intéresse. Puis d'ailleurs, écoutez, moi, je les ai toutes écoutées, puis je les ai trouvées super intéressantes, ces entrevues, parce que moi, je suis quand même quelqu'un de curieux, qui m'intéresse beaucoup à l'actualité aussi, surtout à la politique aussi beaucoup. Et là, ce que ça fait, tu te dis, ben écoute, ils connaissent ça, eux autres, la fiscalité. Mais allez voir. C'est fait. Ton call to action est fait. Effectivement. Pour la crédibilité. Oui, puis, tu sais, quand tu as la chance de démontrer ton expertise par autre chose, en parlant. Moi, je pense que, tu sais, ce média-là, parce que le média parlé, appelons ça média parlé, OK? Podcast, balado, radio, tu sais, c'est le média de l'imaginaire. Les gens, là, ils vont consommer, ils vont comprendre ce qu'ils peuvent puis ce qu'ils veulent bien comprendre. Puis, leur interprétation, tu n'as pas le contrôle. Tu sais, quand on prend en base de la communication, on émet un message, les gens le reçoivent, puis là, ils vont le détecter selon ce qu'ils veulent. Puis la beauté, comparativement à la télé, je sais que tu es un gars de télé, mais tu sais, la télé... De moins en moins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu veux pas, c'est tes fondements, là, Carl. Oui. Mais tu sais, quand tu regardes la télé, tu vois l'image. Fait que tu sais, le défi pour celui qui projette l'image, c'est de lui démontrer l'intention qu'il veut te faire vivre. Tandis qu'à la radio ou dans les balados, c'est que tu émets une opinion ou tu émets un message, tu émets quelque chose, puis les gens vont le détecter, vont le décoder dans la façon comme ils se sentent. Oui, mais... Puis de la façon, tu sais, puis ils vont avec leur cadre de référence et ainsi de suite. Fait que c'est ça la beauté. Mais l'autre avantage, puis ça va compléter ce que tu viens de dire, pourquoi la force du balado? C'est que justement, en ce moment, là, c'est le média, ou je dirais le médium plutôt, qu'on peut utiliser
pour rejoindre, pour passer ton message. Parce que quand tu es en balado, tu es en mode balado, souvent tu vas l'écouter avec des écouteurs, tu es dans une bulle et tu n'es pas stimulé par la... Tu sais, la télé, tu as le son, tu as l'image, tu as des fois des trucs qui interviennent dans la radio, des bandeaux dans T'as les l'image. enfants, t'as l'aquarium. Là, t'es pas... Mais là, t'es pas... T'as les Visuellement, t'es pas... T'as juste un sens qui est touché, puis c'est Louis. Exact. Puis tu entres, puis ça entre directement dans ton cerveau, puis c'est le cas de le dire. Donc, ça crée une bulle. Puis c'est pour ça que souvent, c'est pour ça que j'ai trouvé aussi la force du balado, c'est que le son, c'est d'une puissance comme on peut pas l'imaginer, là. Donc, c'est pour ça aussi que pour certaines entreprises, je suggère souvent d'avoir un balado parce que tu parles directement à ton monde. Tu es en conversation avec eux autres. Tu peux avoir une meilleure conversation, là. Écoute, puis tu n'as pas de durée de temps Effectivement. non plus. Puis nous, ben, comme on est souvent en mode documentaire, moi, je dis aux gens, écoutez, j'ai approché des entreprises de commerce de détail, puis ils étaient vraiment surpris quand je les ai approchés. Puis je leur ai proposé un balado. Ils ont dit, mais pourquoi moi? Puis moi, je leur ai proposé en mode documentaire en plus. Et là, quand ils ont compris le potentiel qu'il allait avoir, puis dit, écoute, il y a même une personne qui m'a dit, hey, moi, cet épisode-là, parce que j'ai dit, vous avez une différence quand on rentre chez vous, votre service à la clientèle, il est tellement pas comme les autres. Puis, ça serait important qu'on fasse parler justement vos employés qui nous racontent c'est quoi travailler chez vous, puis leur approche avec les clients. Puis, la personne m'a dit, écoute, c'est le fun parce que moi, quand je vais engager une nouvelle personne, je vais lui dire, écoute l'épisode 6. Là, j'ai fait comme, elle a tout compris. Bien, ça, là, c'est un avantage parce que quand je dis c'est un avantage, c'est que pour les entreprises, c'est que quand tu as la chance de démontrer les valeurs, de démontrer qu'est-ce que tu veux faire, puis que là, tu as pris le temps de le dire et que là, les gens le témoignent. Tu sais, le témoigne en disant, nous autres, c'est le fun quand on travaille ici. C'est le fun, la prise de décision est comme ça. Puis quand c'est quelqu'un qui dit, moi, je le vis, puis que, tu sais, il y a comme ce transfert de confiance-là qui se fait entre la personne, puis que c'est différent que de la pub. Puis ce qu'on veut aujourd'hui, c'est entendre les gens. On veut du contenu. Tu sais, on est comme un peu tanné aussi, là. Il y a tellement de chroniqueurs, il y a tellement de bashing, il y a tellement de... Tu sais, honnêtement, là, il y a beaucoup d'opinions. Ah ouais, il y a beaucoup d'opinions, mais ton opinion vaut autant que la mienne, sauf que toi, tu es payé pour la donner. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu arrives, tu pognes ça, puis là, tu dis, OK, ben j'aimerais ça te challenger, moi, par rapport à ça. Mais, tu sais, le regard objectif sur un sujet, ben à un moment donné, faut l'avoir. Puis, quand tu as la chance de faire parler des entreprises, de ce qu'ils sont, quand ils parlent de leur ADN, tu sais, de leur passion, ben ça, c'est un outil très puissant. Oui, puis je vais vous donner un autre exemple de la puissance du son que j'ai constaté et ça m'a même fait un peu peur. On a un premier bloc de tournage de fait pour notre série sur Saint-Jean-Vianney. Donc, moi, je fais des entrevues avec des gens qui ont vécu un traumatisme il y a 50 ans, mais qui est encore très présent. J'ai mon ingénieur de son, Charles Maxime, qui lui, ça fait 15 ans qu'il travaille dans le domaine de la radio. Écoutez, il a été ingénieur de son à Radio-Canada à Montréal. Il a tout fait les shows de radio. Il a fait des captations de shows de musique classique, des shows d'un festival. Avec le son, il connaît ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille avec lui, Charles Maxime, parce que ça, c'est la qualité d'un preneur de son quand il est sur un plateau, puis que ça soit même au cinéma, télévision. Il est discret, mais il est là. Parce que des fois, tu sais, une perche, ça peut être impressionnant. Nous autres, dans notre cas, on a des micros, puis la caméra, c'est ça. Puis ça, d'ailleurs, une petite anecdote. Premier tournage, on commence à tourner, puis là, j'arrive, je mets mon setup, on se met une tente, là, on a des chaises pour asseoir notre montre, puis on met des micros, puis on est en plein à Saint-Jean-Vianney, dans une rue abandonnée. Puis là, au départ, ma productrice a dit, on a-tu vraiment besoin, on pourrait pas aller chez le monde tourner? J'ai dit, non. Il faut être sur le lieu parce qu'on va le sentir, effectivement. Mais l'autre chose, c'est que là, on place notre setup, puis je dis, bon, OK, les chaises sont correctes, sont droites. Puis là, je regarde, je fais, voyons, Chris, on ne verra pas les chaises, on est rien qu'en son. J'avais mes vieux réflexes de télé. C'est que là, que ça a fait, oh, c'est-tu merveilleux, on en a fait de moi passer. Donc là, on commence nos entrevues. Mais moi, j'ai des parents, mes parents étaient à Saint-Jean-Vianney. Moi, l'histoire de Saint-Jean-Vianney, j'ai vécu dedans, même si j'étais pas là. J'en ai entendu parler, j'ai fait un épisode de la série Tout le monde en parlait à Radio-Canada là-dessus il y a 10 ans pour le 40e.
moi, je connais pas mal le dossier de Saint-Jean-Vianney, même que des fois, j'en connais. Le monde se dit « Ah, je me rappelais plus de ça, tu sais. Je leur rapprends quasiment des choses sur Saint-Jean-Vianney. » Puis je sais ce que la plupart des gens vont me raconter. Et là, moi, j'avais un enjeu et un problème. C'est que là, tu dis « OK, faut que je parle, faut que je raconte l'histoire d'un glissement de terrain. J'ai pas d'image. » Et là, on est en 71, il n'y a pas d'Internet, il fait noir comme chez Diop, il n'y a plus de courant, mais comment je vais faire pour l'illustrer au son? Et c'est là que moi, j'avais lu dans plein d'articles des témoignages des gens. Souvent, ils parlaient de qu'est-ce qu'ils ont entendu, parce que soit là, ils n'ont rien vu, il faisait noir, il y avait de la fumée, mais ils ont entendu des trucs. D'ailleurs, il y a juste une personne dans mes entrevues, puis c'était la première fois que j'entendais ça. Elle me parlait de l'odeur qu'il y avait dans sa maison, qui était pas loin du trou quand c'est arrivé. Ouais. Elle ça s'est mis à sentir. Puis c'était bizarre, c'est la première fois que j'entendais parler de l'odeur. Mais il y avait des témoignages de son. Alors là, j'ai dit à mon ingénieur de son, Charles-Maxime, j'ai dit là, je vais te donner des témoignages. Tu vas me recréer le son du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney le soir du 4 mai dans le trou. Charles-Maxime prépare ça. Et là, il m'envoie la patente. Et là, on a fait une version avec des cris, parce qu'on l'avait dans les témoignages, il y a des gens qui entendaient crier des gens dans le trou. Puis on a fait une version un peu avec des sirènes. Puis on a fait une version sans cri. Là, la version sans cri, déjà là, était assez intense. Mais là, moi, je suis réalisateur. Et là, j'ai dit... comment je vais faire me valider ça? J'ai aucune archive sonore qui existe sur la planète Terre. Il n'y a pas personne qui a dit « Ah, me prendre ma grosse pièce, m'emmener ça sur le bord du trou, l'enregistrer. » Comment je fais valider? Ça prend des témoins. Ça prend du bon. Et c'est là que, écoutez, pour vous dire comment que le genre de production qu'on fait, moi, avant de commencer mes entrevues, j'ai appelé 2 psychiatres. J'ai appelé un psychiatre puis une psychologue pour leur dire « Y a-t-il des dangers que je fasse une entrevue puis que je crée un problème, tout ça. » Ils m'ont dit, peut-être qu'il risque d'avoir un choc post-traumatique 50 ans après. Fait que là, écoutez, moi, je marchais sur des œufs. Fait que j'ai fait le test, j'ai dit, je vais essayer de voir. Au moins, il faut que je vérifie si mon son est crédible puis si je vais m'en servir ou pas. Alors, pour ne pas la nommer, Madame Demers, qui restait en face de chez nous, que moi j'ai été élevé, c'était comme ma deuxième mère, puis Véronique avait le même âge que moi, c'est comme ma deuxième sœur Véronique, on a toujours été ensemble. Puis, Madame Demers, elle avait perdu sa maison, il avait perdu une maison, puis eux autres, ça faisait 9 mois qu'ils venaient d'arriver à Saint-Jean-Vianney, et eux autres, là, ils étaient vraiment, là, la rue Harvey, là, il y avait la rue Harvey qui est partie, puis eux autres, ils étaient sur Stanley, puis la rue Stanley qui est partie, ils étaient là. Et moi, Madame Demers m'avait déjà raconté l'histoire, mais là, elle est allée plus dans le détail. Et puis, je sais que Mme Demers était capable d'en parler 50 ans après, puis elle-même, elle disait, moi, je suis quelqu'un qui passe à d'autres choses. Oui, c'est triste, mais elle dit, j'ai toujours avancé dans la vie. Et là, j'ai dit, Mme Demers, je vais marcher sur des œufs. Me permettez-vous, je vais vous faire entendre un son. J'ai dit, on aurait créé à partir de témoignages ce que les gens auraient entendu à Saint-Jean-Vianney. Alors, je regardais je suis en train de regarder mon iPhone en ce moment, puis c'est parce qu'il est dans mon iPhone, fait que j'avais ouvert mon iPhone, mais non, je ne vous le ferai pas écouter. J'y ai pensé, mais j'ai dit non, je vais garder ça pour le lancement. Et là, je pars l'enregistrement. Et là, je regarde Mme Demers, et là, son faciès change, et là, elle vient, parce que c'est quelqu'un qui sourit, puis qui a bien du fun, qui est tout le temps en train de rire. Moi, elle me fait penser à Clémence Desrochers, elle-même genre. Même physiquement, il ressemble un peu. OK. Et là, elle vient livide. Et là, je la sens comme... Et là, elle se penche, elle me regarde, elle fait. C'est ça. Et là, elle part à pleurer. Elle dit, c'est ça. Elle dit, je me revois à courir. Puis là, elle me raconte tout ce qu'elle a vu en direct. J'avais l'impression que j'étais là. Elle dit, c'est ça. Elle dit, c'est ça que j'ai entendu. Et là, elle pleure. Puis là, j'arrête l'enregistrement. J'ai dit, tu es correct? Elle dit, excuse-moi, Carl. Elle dit, ça fait 50 ans. Elle dit, j'ai jamais pleuré sur Saint-Jean-Vianney. C'est la première fois de ma vie que je pleure. Mais elle dit merci parce qu'elle dit j'ai l'impression que c'était peut-être bloqué à quelque part, tout ça. Là, ça a fait comme... Mais tu sais, c'est un...
c'est un moment historique. Ben oui. D'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, c'est Saint-Jean-Vianney, c'est un village qui, dans le fond, il y a un affaissement. Il y a eu un glissement de terrain. Il y a eu 42 maisons qui sont parties dans le trou, puis 31 personnes qui sont décédées. Exact. Donc, et ça, c'était un soir de match du Canadien, entre autres. Oui. Donc, bref, c'était pour contextualiser les gens. Si des fois, vous n'avez jamais entendu parler de c'est quoi D'ailleurs, je peux vous inviter aussi à aller au Centre d'Histoire Vida, télécharger l'application. Vous pourrez aller sur le site aussi, faire l'expérimentation de réalité augmentée. Vous allez pouvoir revivre le village en 3D. Parfait, c'est bon ça. Donc, c'est à quel endroit ça? Hein? À Saint-Jean-Vianney. Mais le Centre d'Histoire Arvida. Le Centre d'Histoire d'Arvida. Oui, Apple Store puis Google Store sont là-dessus. Parfait. Donc là, après ça, je me suis essayé sur d'autres... Sur d'autres candidats? Mais sur d'autres, après des entrevues, je posais tout le temps la question s'ils étaient à l'aise. Écoutez, ils m'ont tout confirmé que c'est ça qu'ils ont entendu et j'ai eu toutes sortes de réactions. Et là, c'est là que moi, la première fois que Mme Demers écoutait ça, j'ai appelé mon ingénieur, j'ai dit là, cher Maxime, t'es hot. J'ai dit, on l'a. Je vais pouvoir m'en servir. Je ne sais pas encore si je vais m'en servir parce que ma série, on ne veut pas tomber non plus dans le mélodramatique, tout ça. On veut faire ça respectueusement parce qu'on veut vraiment raconter. On va raconter Saint-Jean-Vianney, c'était quoi avant. On va raconter l'événement, puis après ça, l'après. Puis surtout, on va se questionner si ça pourrait revenir aujourd'hui. Et je vous annonce que oui. Et je vous dis que le Québec est bâti sur quelque chose, je dirais sur du papier mâché. Vraiment. Donc, c'est ça. Donc, j'allais revenir justement à l'importance de la qualité aussi, puis l'importance de la véracité, puis surtout de la qualité du contenu. Puis ça, on a l'exemple. Puis surtout en documentaire, on a une coche de plus. Moi, en plus de ça, j'ai une assurance erreur et omission aussi, comme on fait en production télé. Pour que ça les télédiffuseurs nous les exigent toujours en télévision, d'avoir une assurance erreur et omission. Ça veut dire que si vous avez une poursuite, oui, mettons que vous avez fait une ou erreur un de propos contenu. Ou quelque chose, c'est ça, on est protégé. OK. Fait que moi, j'ai pas pris de chance. J'ai une assurance aussi pour le balado. Et étrangement, mon assureur, moi, j'ai dit, écoute, moi, je sais pas pourquoi, j'ai dit, peut-être que je suis le premier à poser la question. Elle dit, si vous saviez le nombre de demandes qu'on a pour les balados, pour les erreurs et omissions. Donc, tu sais, et puis là, il y a de plus en plus de diffuseurs quand tu parles de demandes pour les gens s'assurer. s'assurer. Oui, pour s'assurer pour des productions. Donc, c'est ça. Alors, mais c'est une bonne affaire parce que, tu sais, la qualité du contenu, la vérité aussi à l'intérieur de ça, parce que là, on démocratise du contenu. Là, on démocratise du contenu. Là, fait que là, on le rend accessible. Les gens, tu sais, puis on peut pas dire n'importe quoi. On a une responsabilité. Quand on enregistre de quoi, puis c'est diffusé à grande échelle, on a une responsabilité. Bien, ça, tu vois, c'est un peu là, les réseaux sociaux puis le web. Il n'y a comme pas de gardien. En même temps, je ne cacherai pas aussi que c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire du balado, puis que je parle de beaucoup de mes collègues qui produisent aussi. C'est un peu pour ça qu'ils sont allés là-dessus. On ne voulait plus avoir de contraintes de diffuseur. Produire avec un diffuseur, c'est essentiel, mais moi, je trouve que c'est une relation amour-haine. C'est-à-dire que tu en as besoin pour les revenus. Tu as besoin pour l'avoir, mais pas juste ça. Tu sais, ton diffuseur, là, c'est un regard extérieur aussi. Quand tu es dans ton projet, des fois, tu le viens que tu le vois plus. Puis surtout que les personnes qui sont attitrées dans les secteurs, tu sais, comme là, si tu prends la personne qui est au secteur du documentaire, ben écoute, c'est quelqu'un qui n'a consommé, puis souvent qui a travaillé, qui a fait du documentaire aussi, qui est là. Puis souvent, on va te donner des conseils, puis c'est vrai, pour te donner un cue, puis ça aussi, c'est important, la relation avec ton diffuseur. Mais c'est sûr que des fois, tu te dis, maudit, sont-tu fatigants, tu sais? Ou bien, il me demande ça, puis tout ça. Puis après ça, tu fais OK, ouais. Tu t'ajustes. Tu dis, écoute, c'est mon client, dans le fond. Veux pas. Puis c'est important parce qu'il y a ces standards à respecter aussi comme diffuseur. Puis ça, c'est ça que je trouve aussi, c'est que, tu sais, écoute, un documentaire de Radio-Canada, puis un documentaire de Vice ou un documentaire de je sais pas quoi, moi, Jean-Guy dans son sous-sol sur YouTube, là, tu sais, t'as une crédibilité, puis t'as un gage aussi de qualité. Même à TVA, même, tu sais, tous nos télédiffuseurs québécois, il n'y a pas un diffuseur qui va laisser aller en ondes quelque chose qui n'a pas été validé ou qui a pas, ou qui se doute pas que ça va pouvoir intéresser son téléspectateur, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, en balado, c'est le fun parce qu'on a la liberté pour ça. Mais en même temps,
Tu sais, comme là, tu vois en ce moment Radio-Canada avec leur plateforme audio, puis là, ils commandent beaucoup de balados aussi avec des producteurs. Québécois aussi, Télé-Québec aussi en commande. Là, moi, j'ai des négociations avec pas mal tout. Là, j'ai pitché des projets aussi chez tous ces télédiffuseurs, ces radiodiffuseurs-là. Puis, ben, c'est parce que tu bénéficies d'une notoriété aussi, là. Tu sais, je veux dire, tu as déjà une banque d'écoute. Parce que là, le problème du balado, puis là, moi, je suis toujours honnête aussi avec mon client quand il vient nous voir. Là, j'ai dit, attendez-vous pas, là, que là, ça soit l'explosion puis que tout le monde écoute votre balado, là. Puis ça, c'est l'avantage aussi de la radio puis de la télé, c'est que tu le sais que si tu es prime time à TVA à 20h, tu risques d'avoir 1 million de personnes qui vont te regarder. Puis tu le sais que ça va être du 50+. Si tu es à Télé-Québec, tu vas peut-être avoir moins de monde dans une case horaire, mais tu sais que ça va être un auditoire qui va être plus scolarisé, tu vas avoir des femmes, tu vas avoir peut-être un petit peu plus d'hommes. Si tu es à Canal D, ben là, tu vas avoir plus, tu vas aller rejoindre plus d'hommes 50+. Fait que, tu sais, ça, au moins, il y a ça. Ça dépend de ton public. Fait que c'est pour ça que des fois, moi, je dis aussi, quand tu veux faire de la publicité, tu sais, d'ailleurs, il y a quelqu'un hier qui a posé une question, une amie. Elle dit, je me pose des questions, je devrais-tu faire juste du Facebook, du numérique, ou je vais-tu à la radio pas à la télé? Ben, j'ai dit, ça dépend. Ton objectif, la rapidité, c'est quoi ton objectif que tu vas atteindre, tu sais, puis dans ton temps? Ça amène aussi une question fondamentale, parce que les entreprises, souvent, ils n'ont pas de stratégie. Non, c'est ça. Il faut qu'ils connaissent leur objectif. Ouais. Quand ils se lancent, par exemple, dans la production de contenu, que ce soit un balado, que ce soit, je ne sais pas moi, un site web. Exactement. Là, c'est parce que ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir une division de salles d'information pour être capable d'alimenter tout ça. Soyons cohérents un petit peu. Ouais. Si on décide de faire des balados pour des entreprises, pour parler de ce qu'ils font, ben faisons-le comme il faut. Oui. Parce que ça va avec ce que tu dis. Ça ne veut pas dire que parce que tu fais un balado que les gens vont t'écouter. Ah non. Puis nous autres, en plus, c'est le service qu'on offre aussi. C'est que là, nous, je parle de nous, je parle de moi et Caroline, justement. Oui, tout à fait. On a une formation aussi. Là. Moi, je suis allé me chercher de la formation là, pour apprendre ça puis savoir comment que ça fonctionne. Parce que là, quand on arrive dans le monde de la diffusion là, du balado, là, je parle plus, exemple, écoute, là, je suis au 95.7, au 25-54, Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus l'homme 40 ans plus, là. Non, là, je parle à la planète Terre, fait que je lance ma goutte d'eau dans l'univers. Tout à fait. Fait que là, tu fais comment? Alors, c'est là qu'il faut que tu aies ta stratégie aussi. Puis là, nous, on offre ça aussi. On conseille des gens, il y a des stratégies et des sortes d'affaires aussi. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment voir le balado comme un outil de notoriété. Puis quand tu fais de la notoriété, ben, tu le sais, hein, en publicité, là, c'est pas ta campagne, là, genre, t'appelles chez le diffuseur, il faut que je liquide mes matelas à 50% cette semaine. Pas de call to action dans non. Là, dans la notoriété, c'est que tu veux te faire connaître, faire vivre ta marque. T'sais. Fait que c'est long, puis c'est de temps en temps, puis tu fais une stratégie. T'sais. Comme, tu vois, je prends un exemple, Place aux jeunes. Eux autres, ils étaient conscients de ça aussi au départ, mais tu vois, ils l'ont vu aussi comme un outil qui vont pouvoir se servir après ça pour... ça reste dans le temps. Ben, c'est ça. Ça reste dans le temps. Puis on l'a fait sans unité de temps aussi. Puis c'est pour ça qu'on leur a dit, nous, on travaille beaucoup en mode documentaire parce qu'on raconte des histoires. Puis c'est ça le balado. Puis c'est ça que le monde veut se faire dire. Raconter des histoires. D'ailleurs, faire une anecdote. Ça a été une de mes grosses campagnes quand j'avais fait au 95, je leur avais dit. On y va pas, les animateurs. Moi, je suis dans les promotions, tout le monde aurait dit, pas me dire, mais on y va pas, les animateurs, c'est qui? Et moi, j'avais dit à ma boss à l'époque, j'ai dit, faut y montrer. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, écoute, quand tu écoutes un téléroman ou tu écoutes un film, là, j'ai dit, si tu suis l'histoire jusqu'à la fin parce que tu t'accroches au personnage, ben, eux autres qui sont en arrière du micro, là, ils racontent l'histoire régionale, ils racontent l'histoire de l'actualité, de ce qui se passe dans la journée. Faut qu'ils s'accrochent. Fait que c'était une de nos plus belles campagnes, d'ailleurs. Non, mais c'est parce qu'elle était belle physiquement. D'après moi, ils vont te rappeler. Mais quand ils entendent le podcast, le balado, ils vont dire... Je fais de parenthèse. On l'a laissé passer. Non, mais c'est parce que, surtout que... Ça, c'est drôle parce que si mes anciens collègues au 95 vont l'écouter, ils vont rire. Quand je suis arrivé avec ma campagne de promo, on va vous montrer. Mais surtout, j'ai dit, faut casser l'image de Radio Poubelle. Et là, je suis vraiment en train de faire des secrets d'entreprise, mais bon. J'ai dit, faut les montrer sympathiques et beaux. Et quand je suis allé magasiner, là, je suis débarqué, j'ai fait une commandite avec Tristan. Et là, j'ai dit au gars, parce qu'il y en avait juste une fille à l'époque, la fille était très contente d'être habillée chez Tristan. Et les gars, ils ont dit,
Ah, c'est pas vrai. Faites-moi confiance. Hey, d'abord, là, ils ont tout. Là, d'abord, encore là, une fois, là, ils étaient traumatisés parce que j'arrivais avec des tailles de vêtements. J'ai dit, non, c'est pas ça ta taille, c'est ça. Il dit, tu es malade, tu rendras pas là. Non, regardez. Là, ils sont aperçus qu'il y avait un corps, des formes. Mais là, tu sais que s'ils me demandent un droit de réplique, j'aurais pas le choix de les recevoir dans le balado pour répliquer. Là. Mais c'est vrai que notre campagne de pub était belle. Puis, écoute, on avait un photographe. Écoute, tout le monde était maquillé en plus parce qu'on avait un vrai shooting, là. Écoute, moi, je voyais passer les panneaux, là. Radio, écoute, on avait l'air de vraiment big. On était une grosse station. On faisait pas de cheapette, puis il était tellement beau. Tout le monde était sympathique. Tout le monde était beau. Écoute, tu regardais le panneau, t'avais le goût de les écouter. C'était le but de l'opération, tu sais. Effectivement. Fait que, puis c'était ça, puis c'était le fun, parce qu'après ça, ils ont commencé à se faire reconnaître plus, puis c'est ça aussi, parce que ça, je disais, il faut que tu t'attaches à ton monde. Tu sais, quand quelqu'un te raconte une histoire, tu t'accroches au personnage, il faut que tu sois intéressant. Mais tu sais, quand t'as de quoi dire. T'es un gars attachant, là, je vois le temps passer. Hey, ça fait 2 heures qu'on écoute, chante. Quasiment pas loin. Je vais être obligé de faire du montage. Ben oui. Mais bref, écoute, Carl. Y a-tu d'autres choses que tu voulais qu'on parle dans le balado? Hein, moi, je pense que, écoute, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Mais moi, je pense que je vais te réinviter si ça tente parce que aujourd'hui, on a dressé ton portrait. Mm-hmm. Okay? On sait d'où c'est que tu viens. On sait qu'est-ce que tu as fait. On connaît bien ton profil. On connaît ta passion pour le balado. Les médias en général aussi. Les médias en général. Puis ça adressait ça. On a abordé certains aspects du podcast. Du balado. Je m'amuse tellement en disant ça. Mais si ça tente, écoute, on va se laisser aller un petit peu de temps. Oui, puis j'ai même pas eu le temps de te parler de mon festival de balado. Hein? Ben oui! Comment ça, Festival de balado? Voyons donc, j'ai lancé ça dans les journaux dernièrement. J'ai pas vu ça passer, pourtant je lis mon journal tous les jours. D'ailleurs, ça, Caroline est tout le temps traumatisée parce que moi, je suis du genre, je lance de quoi dans les médias. Puis là, Caroline me dit, on va faire un festival. J'ai dit, festival. Moi, je veux participer j'ai à dit, ça. oui, on va faire un festival. J'ai dit, c'est écrit dans les journaux. Fait que là, regarde, OK. C'est toi qui le dis en plus. On n'a comme pas le choix de le faire. Oui, mais là, c'est sûr que là, la pandémie nous a ralenti parce que moi, au départ, c'était l'objectif aussi en fondant mon entreprise. Moi, je fonde un festival de balado, d'ailleurs, qui va s'appeler le Festival Balado Boréal. Gardons le beau concept. Parce que, et je vous dis, on va être en plus de ça, on va être le 4e festival de balado au Québec. Ben, il y en a un au Québec? Ben oui. Je savais pas. Ben oui. J'en ai trouvé juste un, puis il est en France. Non. Il y a celui-là de Gatineau qui vont faire leur 6e édition cette année. Il y en a 2 à Montréal aussi. D'ailleurs, samedi, c'est le Festipod qui commence. C'est un des festivals. Vous pourrez aller voir, ils sont sur Facebook. Là. Le Festipod, c'est le festival de balado de Montréal. Il y en a 2. Puis il y a le SAT aussi. C'est-tu Récréation au Magnéto qui font un festival? Là, j'ai un blanc. Il y a 2 boîtes de production. Mais à Gatineau, oui, c'est la gang de transitors qui a lancé un festival de balado. Alors, moi, je vous annonce qu'on avait un autre balado. Mais là, il y a une affaire que j'ai oublié de plugger aussi. Tu sais, je parlais tantôt pour les entreprises, donner un exemple pour les balados pour les entreprises. Mais moi, il y a aussi une référence pour les gens qui n'écoutent pas de balado puis qui veulent savoir c'est quoi. Moi, là, je leur donne toujours un exemple. J'ai dit, il faut que vous écoutiez le balado Pourquoi Julie? Vous allez comprendre c'est quoi un balado et vous allez devenir accro. OK. As-tu déjà écouté? Non. Hein? Oh! Pourquoi Julie? Ben, t'écoutais-tu Julie Mars, toi? Ben oui. Moi, je suis de cette génération-là. Ben oui, mais comme tout le monde. Ben, c'est le meilleur balado qu'il n'y a pas. Pour comprendre c'est quoi un balado, écoutez, c'est la journaliste culturelle Émilie Perrault qui a produit cette balado-là, Pourquoi Julie, et qui se pose comme question, pourquoi que Julie a arrêté de chanter? Et comme c'est une journaliste culturelle, c'est sérieux. Et quand vous allez écouter ce balado-là, vous allez apprendre sur comment l'industrie culturelle et du show business fonctionne au Québec. C'est fascinant. Surtout l'épisode quand il y a le père de Xavier Dolan qui a écrit tous les succès de Julie Mars. Tu sais, c'est zéro et tout ça. C'est tout Manuel Tadros qui a écrit ça. Et là, on est tout le long de la série. Et là, on attend. On va-tu entendre Julie? On va-tu entendre Julie? Elle va-tu réussir à y parler à Julie? Je vous dis pas si ça y parle ou pas. Mais tout le long, on a des gens qui ont côtoyé Julie Mars. Julie ou oui. Pourquoi Marie? Non, ben t'as peu. Il y a Pourquoi Julie. Et là, l'année passée, ils ont lancé Pourquoi Marie. Ouais, et là, c'est Pourquoi Marie-Carmen a arrêté de chanter.
Parce que là, je viens de voir Et pourquoi là- Marie, c'est sur Cube Radio, c'est ça? Oui, il est sur Cube Radio. Et c'est ça. Donc, il faut que vous écoutiez absolument ça. Tapez pourquoi Julie va apparaître. Ah, c'est sûr, non? Je suis en train de Vous allez je viens de m'abonner. comprendre, vous allez comprendre c'est quoi le type de balado que moi je vais produire, puis que je produis. On raconte des histoires, puis vous allez voir, c'est comme écouter un documentaire. C'est fascinant. Écoute, je te confirme que je suis maintenant abonné, que je vais les écouter. As-tu écouté L'ombre du doute, L'ombre d'un doute de Stéphane Berthomet? T'as pas écouté ça? Écoute, Carl, moi là, quand j'ai décidé de me lancer dans la balado, Oui. c'était vraiment pour pour développer un outil pédagogique pour Uh-huh. soutenir mon enseignement. Fait que tu sais, j'avais fait mon persona. Pauvre, toi, t'es en train de te justifier, t'es pas Non, obligé, mais je ne t'as- justifie pas. Mais c'est parce que j'ai consommé certains balados, Oui. mais pas ceux que tu m'as parlé. Mais là, tu vas, je te dis, là, L'ombre d'un doute, là, L'ombre c'est d'un Stéphane Berthomet. D'ailleurs, je te l'ai dit, il faut absolument que tu le reçoives en entrevue, Stéphane. Je te mettrai en contact Oui, avec oui, lui. oui. Là, il nous a sorti la série 3, la saison 3. Là, et là, moi, je lui ai écrit en lui disant « Mon sacrifice ». Et là, je ne sais pas comment tu as fait, là, mais sa 3e saison, il s'est surpassé. Bon, il est C'est des ajouté. true crime, c'est des résolutions de crime. OK. Ah, ça commence fort avec le premier. Là. C'est le meurtre d'un policier il y a 40 ans et il remonte toute la trace. Il y a aussi la filière française aussi. Il a fait un balado sur... et là, tu te rends compte que dans les années 60, la plaque tournante, il y avait comme vraiment tout l'univers de la drogue. Là. Ça se passait entre Marseille et Montréal. Fascinant. Donc, mais Stéphane, il fait vraiment du documentaire, du balado documentaire de qualité. D'ailleurs, c'est le plus téléchargé sur audio. OK. Tous les fans de la balado, ils capotent aussitôt que L'ombre d'un doute sort un nouvel épisode. On part puis on y va. Ben écoute, On l'écoute. D'ailleurs, Je t'avertis, tu vas écouter ça d'une traite. Là. non, mais je me lance là-dessus. Dernière question, Oui. vraiment dernière, parce Oui. qu'il y a un sujet que je voulais aborder avec toi puis que j'ai complètement oublié de te poser la Uh-huh. question. Clubhouse. Oui. C'est-tu une sorte d'épice? Ah ben, c'est une nouvelle tendance. C'est parce qu'on a tout cru que ça allait être la tendance. Le problème, c'est encore une question de territoire puis de langue. Tu sais, quand tu écoutes quelque chose, là, je veux dire, surprenez-vous pas pourquoi que Netflix investit 500 millions. C'est pas pour être fin avec les Canadiens puis contribuer à la culture québécoise ou canadienne. Le but de l'opération, ils savent bien qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de contenu qui va appartenir aux personnes, aux régions, le monde va se dire, ben là, il n'y a pas de film québécois, pas de production québécoise, tu sais. On ne l'écoutera pas. Ben, Clubhouse, c'est un peu ça qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de trucs anglais, puis il y a beaucoup des trucs en français, c'est beaucoup des Européens. Puis ça a comme pas cliqué, fait qu'il n'y a pas eu beaucoup, il y a pas beaucoup de contenu québécois. Fait que c'est un peu ça. Fait que l'appartenance, tu le sens pas, tu sais. Je veux Ok. dire, moi, j'ai même été invité dans des conférences sur Clubhouse en France, tu sais, puis écoute, le clash culturel est tellement évident. Puis c'est surtout l'univers de la balado qui a beaucoup pogné là-dedans. Puis ce que je vois, c'est beaucoup des gens de marketing, beaucoup de gens de l'industrie du voyage aussi qui marchent. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est que moi, c'est ça. Pourquoi que j'ai arrêté d'écouter Clubhouse? C'est parce que c'est très contraignant. C'est parce que premièrement, quand tu es chez vous, puis tu as 2 écouteurs, là, puis que là, tu te mets à parler et à converser, c'est parce que tu es dans ta maison, là, puis là, des fois, tu n'es pas tout seul. Fait que faut que tu arrêtes tout. Là. Tu sais, je veux dire, écouter un balado, tu peux travailler en même temps. Exact. Tu Puis peux là, faire de quand quoi, tu fais là? du Clubhouse, il faut que tu sois Faut que tu participes. attentif. Surtout si tu participes, il faut que tu sois à l'écoute, puis que maintenant, t'embarques. Tu sais, j'avais préparé une fois, j'avais été invité pour une conférence. J'ai été 1h30 de temps, mais j'ai pas dîné pendant ce temps-là. Mon heure de dîner, j'étais occupé parce qu'il fallait que je suis. Je pouvais pas faire d'autres choses en même temps. Là. Non, c'est sûr. Parce que c'est une conversation. Ben, c'est ça, j'ai trouvé ça très contraignant. Puis je pense qu'aussi, c'est la barrière de la langue. Là. Il y a beaucoup de trucs qui se sont faits en anglais, puis je pense que les gens n'ont pas embarqué. Parce que c'était compliqué aussi là, avant OK. de. D'abord, il fallait que tu aies un iPhone, puis deuxièmement, il fallait que tu sois invité. Mais ça, ils ont voulu créer le buzz, puis ça a marché. Moi, tu m'as vu m'activer Oui, sur ben Facebook, écoute, le monde était moi, jaloux, j'ai le monde été- m'appelait, je veux puis- des Puis, à un invitations! moment donné, tu m'as dit, arrête de faire n'importe quoi, ils vont te barrer. Parce que je voulais, Oui, je voulais ben- juste comprendre comment ça Non, mais je te marchait. comprends, mais c'est parce que moi j'avais des amis qui étaient déjà pas mal là-dedans, puis tout, puis qui m'ont dit, tu peux pas inviter n'importe qui, fais attention, parce que moi, écoute, c'était super touché, la manette, tu dis, ben, OK, il y a ça aussi, c'est que c'était beaucoup de contraintes aussi avant de pouvoir rentrer là-dedans, puis avant qu'Android embarque aussi, fait que là, c'était juste réservé aux gens qui avaient des iPhones, là.
Effectivement. Mais Ouais. écoute, mon ami Carl, Oui. merci pour cette belle ce Merci beau moment. à toi pour la belle invitation. Ben écoute, c'est Ça un a pris du temps, mais on a réussi à l'avoir. Non, puis on se a trouve pris, un temps. écoute, on a quasiment fait 2 heures, donc c'est vraiment génial. J'espère que les gens ont trouvé ça intéressant. De toute façon, Oui. Tu me réinviteras. c'est sûr, je vais te réinviter parce que t'inviterai au mien aussi. c'est tout le temps un plaisir. Non, c'est sûr que, regarde, puis là-dedans, le partage, je pense, dans les balados, tu sais, dans ceux qui en font, tu sais, comme moi, je m'auto-produis, là, dans le sens que, tu sais, j'y vais avec les moyens aussi que j'ai. Mais c'est correct, hein? C'est correct, ça veut pas dire qu'il y a un balado qui est moins bon qu'un ou de l'autre. Là, même Mais si t'as j'ai les pas la moyens techniques. prétention de faire du documentaire, par contre. Ben, c'est en plein ça. Écoute, c'est pas pas là-dedans, le même ça, c'est style, sûr. même genre. Effectivement. Tu sais, faire du documentaire avec un iPhone, là, je suis pas sûr que les gens trouveraient ça intéressant et de qualité. C'est sûr. Par contre, je tiens à vous dire que Ben Lala n'est pas fait avec un iPhone. Ben non. Non, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire non plus. D'ailleurs, on a le même... voyons. La même carte de son externe. La même carte de son externe. Ah, c'est bon. Ben, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Ben écoute, Ça top. Carl, je te remercie beaucoup. C'est vraiment apprécié. Maintenant, ben écoute, on peut le dire, on va aller maintenant prendre une coupe de vin et Ben là, on va aller manger. Non, moi, je peux pas en prendre une autre. Là, je vais être trop pompette, là, mais il faut grignoter. Là. Je Ah, suis OK. plus, là. On est rendu Ouais. à grignoter. Hey, merci, Carl. Merci. Salut. Alors, je tenais à vous mentionner que cet épisode a été enregistré le 1er novembre Ben 2021 là. et respectait les règles de la santé publique et des conditions en vigueur. Ben là. Ben là. Il ne me reste qu'à vous rappeler, si vous voulez consulter le site web de baladoboréal.com pour avoir toute l'information sur les productions de Carl et de son équipe. Et bien sûr, si vous voulez suivre l'ensemble de nos petits épisodes à nous, eh bien, sur le site de benlala.ca et sur toutes les plateformes numériques. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!